La Tronche en live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Asser Mandax. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Et oui, une voix en plus parce que ce soir, Loki nous accompagne. L'équipe de la Tronche en biais est donc au complet. Au complet avec un invité que nous avons invité, puisque c'est ce qu'on fait avec les invités. Ça nous arrive. Que je vais présenter juste après l'éditorial de qualité supérieure que je viens de recevoir. S'il te plaît. Comme d'habitude, nous avons fait tout un peu à l'arrache. Absolument, à un tel point que la citation que je vais vous fournir en guise d'introduction n'a pas d'auteur. Chantal Goya. Bon, j'ai un problème de version de document. Mais c'est pas grave, vas-y. Pour des raisons évidentes d'hygiène, nous allons donc décréter qu'il s'agit d'Abraham Lincoln. Je pense qu'il y a un complot qui veut nous empêcher de travailler correctement ce soir, mais nous serons forts. Absolument. Et vas-y, Vlad. Cette citation dit donc « Une croyance n'est pas une idée que l'esprit possède, c'est une idée qui possède l'esprit. » C'est beau. Abraham Lincoln. La pensée conspirationniste est fascinante. Ce n'est pas un hasard. Elle a intérêt à fasciner pour attirer des individus qui vont ensuite la propager. La pensée conspirationniste, comme tous les mêmes, fonctionne à la manière d'un virus. C'est une entité capable de se répliquer et de muter. Les réplicateurs les plus aptes à effectuer de nouveaux cerveaux et à les transformer en incubateurs désireux de les propager sont ceux que l'on va retrouver un peu partout. Les gagnants de la course darwinienne des idées. Être fascinant, c'est bien la moindre des choses quand on est un même efficace et rapide comme le sont les idées conspirationnistes. Mais ça n'est pas suffisant pour garantir un fort degré d'infectiosité. Il faut aussi être capable d'affaiblir les défenses du cerveau, dans lesquelles on va s'implanter. Et il se passe exactement cela. Quand une idée conspirationniste s'installe dans le cerveau, même à l'état de toute petite colonie, très discrète, l'individu devient beaucoup plus sensible à de nouvelles infections par des variants de cette idée. Les multiples souches de la pensée conspirationniste œuvrent en synergie. Celui qui croit à l'origine extraterrestre des ovnis est plus disposé à croire aux Illuminati et aux dangers des OGM, et vice-versa. On a même démontré qu'il y avait une corrélation positive dans la croyance en des théories mutuellement contradictoires. La logique n'a qu'à bien se tenir, la pensée conspirationniste ose tout. Si les idées conspirationnistes étaient toutes de nature différente, si elles ne partageaient pas une grande partie de leur patrimoine mémétique, leur taux de pénétration serait bien plus faible. Mais la grande force de la pensée conspi se déploie une fois qu'elle est en place, d'une manière tout à fait saisissante. La pensée conspirationniste se caractérise par ce qui est parfois comparé à un insubmersible canard de bain. La méthode hypercritique, la pratique. Absolument. La méthode hypercritique, la pratique d'un doute hyperbolique tournée vers toutes les explications alternatives, mais jamais contre elle-même. Elle possède des défenses hors du commun, qui la rendent presque inexpugnable. Une fois dans un cerveau, elle est capable de transformer les idées critiques en ingrédients de sa propre confirmation. C'est une pensée irréfutable, qui contient sa propre contradiction. Tout élément qui démontre l'absence de conspiration est la preuve que la conspiration est encore plus sophistiquée que prévu. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les subtilités. La pensée conspirationniste se présente sous diverses couleurs et parfums. Et tous ne sont pas aussi nocifs, agressifs et clivants. Il y a toute une constellation entre le tous pourri, Big Pharma veut nous tuer, et le complot judéo-maçonnique chrétien. Sans compter... Reptilien. Mais oui, reptilien, pardon. Pas chrétien. On les confond parfois. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui s'interpénètrent. Sans compter quand, en plus, les vrais complots existent. Complotiste est devenu une insulte dégainée un peu rapidement et sans nuance quand les gens se montrent sceptiques. Tentons d'échapper à cet amalgame et ne confondons pas le scepticisme avec le conspirationnisme, car ce serait faire le jeu de la pensée conspirationniste qui a tout intérêt à semer le trouble dans nos défenses, à mimer le vrai scepticisme, celui qui est utile, salutaire, et qui est en définitive le seul vrai remède connu contre cette infection mentale. Mais déjà, tentons de comprendre ce qu'est une théorie du complot. Quels facteurs nous rendent plus susceptibles d'en être la proie et par quels mécanismes ces théories naissent et se répandent. Et pour cela, nous recevons le docteur Anthony Lantian. Bonsoir docteur. Bonsoir. Docteur. Alors on va essayer de te présenter Oui. par rapport à... Qui es-tu? Donc je m'appelle Anthony Lantian. En fait, vous avez dit docteur, mais seulement depuis vendredi, parce que je viens de soutenir ma thèse il y a quelques jours, donc c'est vraiment récent. Ah, félicitations. Et donc,
Merci. Et je me suis donc spécialisé sur les croyances aux théories du complot. Donc j'ai fait ma thèse porte là-dessus, en lien avec différentes motivations, on pourra y revenir plus tard si vous voulez. Et donc j'ai fait ma thèse pendant 3 ans à Grenoble, et là cette année je suis à l'université de Reims, où j'enchaîne les statistiques aux étudiants de psychologie. Statistiques. Alors, est-ce qu'on peut te demander, bon, on va souffrir, mais le titre de la thèse? Alors, en plus, alors rôle fonctionnel des croyances aux théories du complot, un moyen de distinction avec un point d'interrogation. Ça ressemble à peu près à ça, et en plus, alors peut-être c'est adhésion aux théories du complot. Mais bon, vous avez l'idée. Donc, C'est plutôt compréhensible ça, comme oui, sujet de thèse. c'est un titre assez court. Et, C'est suspect. ouais. On a connu des thèses avec des titres Oui. un peu plus impénétrables, donc au Oui. final, on comprend à peu près, donc c'est pas mal. Très bien, donc j'invite les gens qui sont sur le chat à faire remonter les questions. Vlad, tu es connecté? Je le suis. Nous sommes connectés. Et donc, alors, pour commencer, pour essayer de déblayer un peu le terrain, j'ai envie de te demander, mon cher Anthony, parce qu'en fait, on a préparé l'émission avant, on a discuté. C'est quoi un conspirationniste? En gros, déjà, de donc, loin. avant déjà tout d'abord de définir ce que c'est un conspirationniste, il faut définir ce que c'est une théorie du complot. Voilà. Parce qu'en fait, un conspirationniste, c'est une personne qui adhère à ces théories-là. Et donc, ce qu'on appelle théorie du complot, c'est généralement lorsque on est face à un événement dramatique, un accident, des catastrophes climatiques, Ou un attentat. Voilà. Plein de choses. Donc, de proposer une explication de l'événement contraire à la version reconnue de l'événement, et en fait faire remonter l'origine de cet événement à une machination secrète organisée par une alliance cachée d'individus ou d'organisations puissantes, plutôt que par une activité non dissimulée ou une apparition, comment on peut appeler ça, qui n'a pas d'origine humaine ou intentionnelle. D'accord. Et donc, oui. Voilà. Donc une intention et une agenticité cachée. Exactement. D'accord. Et donc, alors, c'est un peu caricatural quand on dit conspirationniste, parce qu'en fin de compte, c'est une histoire de degrés, et pas, il n'y a pas d'un côté les conspirationnistes et de l'autre les non-conspirationnistes. C'est un continuum sur lequel donc, des personnes vont se positionner. Donc, il y a des personnes qui vont avoir un niveau d'adhésion très fort à ces théories-là, tandis que d'autres vont avoir un niveau plus faible. Donc, voilà, tout d'abord, c'est pas aussi caricatural avec les conspirationnistes et les non-conspirationnistes. Mais c'est Donc, pas, déjà, c'était un premier point. c'est pas tous des Mulder ou des Alain Soral, quoi. Voilà, Un peu de nuance. Ah, donc. le point Soral, ça y est. Ouais. Donc, amis de la nuance, Fallait s'y bonsoir. attendre avec moi, je suis désolé. On va essayer d'être nuancé. Donc, ça, c'est les théories du complot de manière générale. Est-ce qu'il y a des grandes typologies? Est-ce qu'il y a des types de théories bien distincts des autres? Ouais. Alors, en fait, il existe une multitude de théories du complot et on peut les classer par catégorie. Alors, Avant ça, il faut quand même dire que de manière générale, donc les chercheurs en fait sont assez d'accord pour dire qu'il y aura une dimension sous-jacente, en fait une dimension générale qui expliquerait les croyances à diverses théories du complot. C'est-à-dire qu'en gros, plus une personne croit à une théorie du complot, plus elle aura tendance à croire à d'autres théories du complot. Ça, c'est un résultat qu'on retrouve assez fréquemment. Donc il y en a qui appellent ça la mentalité de conspiration, le conspirational mindset. Enfin, il y a différents termes en fait pour désigner cette idée-là. Mais il n'empêche qu'il existe différents types de complots. Les plus connus, c'est les complots gouvernementaux. Alors les complots extraterrestres aussi, le fait que le gouvernement cache l'existence en fait de contacts extraterrestres. Donc là, c'est Mulder. Voilà, exactement. Les théories du complot, alors il y a des minorités en fait, donc des minorités que ça peut être des minorités religieuses, des minorités ethniques. Donc voilà, il y a par exemple le complot juif, le complot musulman, le complot des jésuites. Là, il y en a est-ce qu'il y a un complot des roux? Pas encore, mais ça peut. Bon, alors ça je peut lance arriver. ce soir l'idée, s'il vous plaît. Pensez un peu aux minorités comme ça qui. À partir du moment où il y a une minorité, de toute façon, il y Non, aura pas peut-être d'âme. quelqu'un qui se dira De toute c'est façon, trop c'est sa faute, mystérieux, voilà. il y a des trucs cachés. D'accord, donc minorité, intéressant. Minorité. Et de l'autre côté, il y a le complot type système. Ça, c'est pour faire en fait référence à donc Wagner Egger et Bangerter, ils ont sorti un article justement à ce sujet où ils ont subdivisé en deux types de complots. Et système, c'est de manière plus générale le gouvernement, Big Pharma, donc c'est plutôt les puissants, Les en fait, puissants, plutôt les dominants dans la société. Donc voilà, c'est les deux grands types de complots, mais il en existe plein d'autres. Mais là, ce qui est à retenir ici, je pense que c'est vraiment l'idée que le meilleur prédicteur d'une théorie du complot donnée, c'est la croyance en d'autres théories du complot. D'accord. Mais alors, du coup, la question peut se poser, et je crois que dans certaines bouches, elle se pose. Est-ce qu'il faut être fou pour croire dans les théories du complot? Est-ce que c'est psychiatrique? Est-ce que c'est une maladie de croire dans cette théorie? Alors, contrairement à des idées reçues, souvent, lorsque moi j'explique, donc je travaille sur les croyances aux théories du complot,
La plupart des gens me disent oui, en fait, vous étudiez les fous, et absolument pas. Donc ça, c'est déjà un truc. Il y a, à ma connaissance, aucun chercheur qui défend cette hypothèse, en fait, que la théorie du complot s'expliquerait par la folie. Donc ça, c'est une idée reçue très courante, Oui. mais que j'aimerais directement, en fait, de mettre de côté. Je vais expliquer pourquoi, en fait, c'est pas une théorie qui... Pourquoi est-ce que les gens qui croient à cette théorie sont pas fous, en fait? Alors, ils sont pas fous. Qu'on les parce que c'est des rassure, s'ils nous écoutent là, on est tous d'accord pour dire qu'ils sont pas fous. C'est ça le truc. Mais pourquoi? Alors, tout d'abord, c'est des croyances qui sont plutôt ordinaires. Un des arguments le plus souvent cité, c'est qu'en fait, théories du complot sont trop répandues pour être un trouble mental, en fait. Alors, je ne sais pas si cet argument c'est vraiment le plus fort, mais c'est celui qui revient en premier la plupart du temps. Parce que les troubles mentaux, ça se limite à quelle proportion de la population? Alors, ça dépend. Par exemple, la schizophrénie, c'est 1%. Il y a les dépressions, bon, c'est un peu plus élevé, il me semble que c'est 4-5%. Mais de manière générale, les théories du complot, dans notre vie tous les jours, on croise souvent des gens qui les défendent. Ouais, c'est et plus qui de 15-20%. adhèrent. Ouais. Oui, alors là aussi, on pourra en discuter, mais dans tous les cas, c'est le premier argument qui revient. Donc, c'est cette histoire il y a trop de monde qui y croit pour que ça soit réductible à une maladie mentale. Donc, les chiffres parlent. Okay. Oui. L'autre, souvent aussi, ce qui ressort, c'est qu'en fait, les gens font le lien avec la paranoïa. Et il y a quand même des distinctions. Alors, même si effectivement, il y a deux relations entre les personnalités paranoïaques et les penseurs théories du complot, c'est une relation qui n'est pas vraiment très forte. Il y a un lien entre les deux, mais il ne se recouvre pas totalement. Donc, déjà ça. Ensuite, la différence en fait de la personnalité paranoïaque, les personnes qui défendent les théories du complot, c'est plutôt leur propre groupe qui est visé plutôt qu'un complot personnel. Alors que les personnes dites paranoïaques, c'est plutôt un complot qui est contre eux et seulement eux. Et dans la théorie du complot, il y a la dimension sociale, groupale qui joue beaucoup. Donc, par exemple, les personnes qui disent qu'il y a un complot contre les Français, ça ne se limite pas à un complot qui les vise personnellement. D'accord, donc si c'était plutôt psychologique, on pourrait penser que ce serait plus des gens qui croient qu'eux-mêmes sont la cible directe. Ouais. Et donc ça serait plutôt psychosocial, en fait, c'est ça? Voilà. C'est ce qu'on retrouve souvent, en fait, assez régulièrement comme explication. D'accord. Mais par exemple, un mec comme... On va lâcher des noms, hein, un mec comme Messan. Pour ne pas le citer, je sais que tu ne voulais pas trop en parler, mais c'est le seul nom qui me vient à l'esprit, mais tu pourras parler d'autres gens notamment. Puis je me permettre justement de resituer Thierry Messan, qui justement était un journaliste... Qui est un expert un peu des théories du complot dans la maison, donc il va nous faire un historique en 20 secondes, allez. Alors historique, peu importe, peu importe, mais pas vraiment, dans la mesure où est-ce que Thierry Messan a été, comment dire... Comme il parle de théorie du complot, je lui mets une voix bizarre, c'est exprès. Vas-y, mets-lui une voix bizarre. Le flangueur, parfait. D'accord, très bien. Donc oui, Thierry Messan. Thierry Messan. Alors c'était donc après le 11 septembre qui avait émis l'hypothèse, ou en tout cas qui était vraiment convaincu que le 11 septembre était un complot. Alors je ne sais plus. Voir. Je crois qu'il impliquait dedans le gouvernement américain lui-même. Oui. Et d'autres petites idées bien savoureuses et assez ridicules. Voilà, donc Thierry Messan. Donc, un mec comme ça, qui quand même depuis a un petit peu renouvelé les thèses un petit peu diverses et variées dans différents domaines, est-ce que lui, sans lui jeter la pierre, mais est-ce que des gens comme ça, de ce type-là, à un moment donné, on ne peut pas se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas un problème psychologique, ou est-ce que vraiment pas du tout? Alors c'est compliqué parce qu'il y a une dimension politique assez forte, surtout pour ce personnage. En fait, quand on regarde un peu sa biographie, d'où il vient, à quoi il est affilié. Il y a des personnes parfois qui ont des intérêts politiques à défendre des théories du complot, donc c'est pas, pour cette personne encore moins. Alors bien sûr, il y a un nom qui ressort souvent, donc c'est Sylvain Durif. On voit tout de suite la différence entre Sylvain Durif sur Facebook, c'est un gars assez connu qui alors c'est le grand monarque. Le Christ cosmique. Le Christ cosmique. C'est beau. Et donc typiquement, on voit assez bien en termes de profil la différence. Parce qu'il y en a un qui est plus tourné vers le mystique, le religieux, alors que l'autre c'est plus des choses, des choses assez terre à terre et un peu géopolitique. Donc, alors une chose aussi à signaler, c'est que les personnes qui propagent en fait ou qui créent ces théories du complot, c'est pas nécessairement. Moi, je fais la distinction entre les personnes qui les créent et qui les propagent et les personnes qui adhèrent simplement. Parce qu'il y a plein de raisons en fait de créer des théories du complot. On peut penser à David Icke, donc en Angleterre. C'est donc la personne qui est à l'origine des complots reptiliens. En fait, cette personnalité a carrément, il a une activité commerciale en fait derrière tout ça. Donc c'est difficile
pouvoir réduire les théories aux théories du complot aux personnes qui les diffusent et qui les génèrent. Parce que les personnes qui sont à l'origine de ces théories du complot, elles peuvent avoir des besoins financiers, elles peuvent avoir un besoin de notoriété. Donc, de manière assez générale, Mais c'est difficile. Oui. J'allais dire, le pire derrière, c'est que, avec toutes leurs théories qu'ils essaient de faire circuler, c'est que, alors, certes, ils ont peut-être besoin d'argent et tout ça, mais derrière, ce qui me fait halluciner, c'est qu'ils se complaisent là-dedans, justement en payant derrière des recherches, parce qu'on a effectivement qui payent des recherches. Il y en a un qui avait financé, je sais plus, un biologiste, pour les reptiliens, hein. Moi, je parle pour les reptiliens, un gars qui avait financé un biologiste justement pour déterminer que les dinosaures ont effectivement pu évoluer en des reptiles humanoïdes. Il faut être très motivé. Ah mais très motivé, donc c'est pour ça que j'arrive pas à savoir quelle est la part de cinglerie. Il faut reconnaître que là, oui, quand on en est à essayer de prouver que les dinosaures ont pu évoluer en reptiliens à forme presque humaine, il faut... Ouais, ça va loin. ça demande un investissement assez colossal, je pense. Mais typiquement, comme tu dis, si on veut distinguer un type naissant et un type du RIF, on a d'un côté un mec qui est plutôt dans une comment dirais-je, une nuée, une constellation un peu politique, et de l'autre côté on a un mec qui est totalement mystique, qui parle de lui comme étant le sauveur de l'humanité. Donc on a vraiment deux gros types très très différents. Et est-ce en termes de diffusion d'abord de nouvelle création, ok, mais en termes de diffusion et de vie de ces théories-là, est-ce qu'on sait s'il y a des grandes différences, ou est-ce que ça marche pareil? Le profil. Ouais. En fait, là, la création, les profils qu'on vient de dénoncer, à ma connaissance, j'ai pas vu de recherches qui sont spécialisées là-dessus. Après, je peux répondre de manière un peu intuitive, mais sans nécessairement me fier à des recherches. Mais à mon avis, il y a un grand rôle d'Internet, donc derrière, au niveau de la diffusion des idées et de ces théories-là. C'est intéressant ça. Je pense qu'il y a deux grandes époques, hein, peut-être. Il y a avant Internet et il y a après Internet, je pense. Alors, il y a Gérald Bronner qui en parle dans ses différents ouvrages, donc je vous recommande d'ailleurs la lecture sur la diffusion. Attends, que tu as prononcé le nom de Gérald Bronner, ce qui fait qu'on va être harcelé par les Reopen 9/11. On a déjà commencé à en parler dans le chat. Il faut savoir, parce que là, dès que ce nom est prononcé, c'est foutu. C'est pas très gentil. Ah non, mais là, t'aurais pas dû. C'est vraiment. Non, je déconne, mais. Il est un peu tôt dans l'émission pour ça, merde. Bon, en tout cas, toujours dit que vous pouvez en effet aller consulter les ouvrages de Gérald Bronner, qui sera notre invité, ça certainement un jour prochain. Sur le fait que Internet a un rôle important, alors qui n'est pas forcément moteur, mais qui a un rôle important dans la vie de ces idées-là. Mais du coup, est-ce que c'est la même chose, une théorie type Romain Durif et le machin bidule cosmique, et en face le 11 septembre, etc. Alors, je précise juste que dans le chat, on l'a fait remarquer, on peut très bien remettre en question la thèse officielle sans être un complotiste. On n'est pas obligé d'accepter tout et de gober tout, mais avoir un doute. On peut avoir un doute raisonnable sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que... mais quand les gens sont absolument certains qu'ils ont raison d'avoir des doutes, peut-être que c'est le début de l'erreur. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est quand la conclusion est posée avant même d'avoir les faits en main. C'est ça. Et justement, comment dire, il y a l'objectif, donc déclarer que c'est un complot, avant même d'avoir les éléments pour permettre de le dire, et c'est ça qui va orienter la recherche d'indices. Oui. À partir de cet instant-là, on peut considérer que c'est déjà une démarche, on peut dire, conspirationniste. Oui. En fait. On ne cherche pas à avoir on se trompe, on veut absolument avoir raison. Donc, oui. D'accord. Mais donc, alors justement, pour revenir à ma question, entre les deux types de théories mystiques d'un côté et de l'autre côté, les puissants qui nous gouvernent, etc., est-ce qu'il y a un cycle de vie qui est différent? Est-ce que dans la manière dont elle se déploie, il y a des caractéristiques différentes dans ces théories-là? Ou est-ce que c'est vraiment la même mécanique tout le temps, tout du long, toujours les mêmes ressorts? Encore une fois, ça dépend donc qui on vise, qui on place à l'origine de ces théories du complot. Parce que typiquement, les théories politiques dans lesquelles c'est des personnes de l'exogroupe, des personnes en fait de notre groupe, que le nôtre, qu'on dénonce comme étant à l'origine du complot, là il y a des dimensions politiques extrêmement fortes. D'accord. Un moyen par exemple de créer des boucs émissaires, donc il y a pas mal de recherches à ce sujet-là, en Pologne notamment, ils ont fait pas mal de recherches là-dessus. Alors que les théories plus mystiques,
C'est associé à une constellation de croyances New Age, et c'est Oui. encore un peu différent. Donc après, voilà, encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas le même objectif, même si il y a une sorte de toile de fond, bien entendu. Mais dans un type de théorie du complot, c'est vraiment une intention politique qui est extrêmement forte et qui est de jeter la suspicion en fait sur des minorités religieuses, Mais ethniques. ça, est-ce Oui. que c'est délibéré de leur part? Alors. Est-ce que c'est des gens qui après sont manipulés ou est-ce que c'est totalement ils sont entre guillemets honnêtes, c'est-à-dire ils croient vraiment ce qu'ils disent et voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut mesurer ça, le fait qu'ils soient peut-être qu'ils soient francs ou au contraire que ce soit des gens qui cherchent à manipuler autrui et qui ont des buts particuliers qui ne sont pas avoués. Est-ce qu'on sait Alors, ça? c'est difficile à dire pour les gens qui propagent et qui ont créé ces théories du complot parce que on peut pas vraiment, enfin, on peut pas leur faire des procès d'intention, on ne sait pas Voilà. vraiment ce qu'ils pensent. Bon, pour les personnes qui y adhèrent, par contre, on suppose qu'elles n'ont pas nécessairement un objectif en tête au moment d'y adhérer, bien entendu. D'accord. Généralement, c'est un système de croyances, en fait, ce qui fait que elles vont s'intégrer à d'autres types de croyances. Donc, par exemple, le fait d'avoir des préjugés envers les autres groupes, d'avoir des... Enfin, c'est relié à ces croyances-là, mais on ne sait pas vraiment quel est l'origine, enfin, qu'est-ce qui cause. Est-ce que c'est le fait de croire aux théories du complot qui ternit en fait l'image qu'on a de d'autres personnes, ou est-ce que c'est au contraire le fait d'avoir D'accord. déjà initialement une image négative en fait de Ok. certains groupes sociaux qui va entraîner une forte croyance aux théories du complot. Donc Donc là, pour le moment, c'est nébuleux, ça, on ne sait pas encore. Ouais, on n'est D'accord. pas assez avancé en fait pour pouvoir. D'accord. Mais alors, du coup, je pense qu'une des questions enfin, je sais pas, est-ce que dans le chat, on a déjà des questions ou des réactions par rapport à ce qu'on a dit? Vous l'avez dit. Quelqu'un est en train d'écrire justement qu'il voudrait poser une question à monsieur le docteur. Climène, qui comme d'habitude a des sources de qualité supérieure, renvoie vers l'épisode de South Park sur le mystère du caca dans l'urinoir. Le mystère du caca dans l'urinoir. Je n'avais pas pensé à cette source. Et est-ce que tu l'as cité dans ta thèse, docteur? Essentiel. Ah, malheureusement non, donc je Bon. pense que je vais devoir Ah, il faut la faire. refaire. Faut refaire la thèse. Oui, c'est Ouais, ça me essentiel. paraît important parce que toi, si tu oublies des références importantes comme ça, personne ne pourra te croire. On va se dire, il cache quelque chose. Voilà, et on nous demande, est-ce que le fait de penser différemment, ce n'est pas se sentir d'une pensée libre, se sentir original et flottant au-dessus des autres? Mais je crois qu'on en parle plus tard, ça. On de pourra ça, On hein. en parlera plus tard. Ouais. Mais Il me semblait bien. C'est intéressant. Oui. Mais du coup, moi, parmi les questions, je pense qui vont revenir ou qui devraient revenir, c'est qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, quelqu'un va se mettre à croire une théorie du complot? Est-ce qu'il y a dans la psychologie des gens, dans leur parcours, des marqueurs qui sont connus ou qui sont suspectés pour dire voilà, ça, quand on voit ça chez un ami, chez un proche, etc., ou même chez soi, on doit dire attention, là, il y a, on est en train de filer un mauvais coton. Voilà, est-ce qu'on a des traces, des indices, docteur? Alors il y a des antécédents. L'un des plus, je pense, étudiés et ce qui vient le plus spontanément à l'esprit, c'est le manque de contrôle. En fait, le fait d'être dans une situation dans laquelle il y a une forte incertitude et qu'on subit des événements assez négatifs et dans lequel on n'a aucun contrôle et on n'a pas d'explication aussi, dans lequel on a besoin de donner du sens. C'est Par généralement des précurseurs des croyances aux théories du complot. Enfin, c'est l'idée la plus répandue et il y a eu pas mal de choses là-dessus. Mais concrètement, ça veut oui. dire quoi comme type de parcours? Ça recouvre quoi ces cas-là? Alors, pour donner un exemple assez précis, il y a pas mal de recherches qui ont montré que, par exemple, les personnes qui appartenaient à des groupes qui étaient en position de faiblesse dans la société, qui étaient marginalisées, exclues, avaient plus tendance à croire aux théories du complot. Ça, c'est surtout, je pense là, des recherches aux États-Unis sur les Afro-Américains, qui à un certain moment, en fait, pensaient par exemple que le sida avait été créé par des Blancs en laboratoire afin de les exterminer. Enfin, donc c'est des croyances assez répandues et qui ont un sens parce que pour les personnes donc, qui les portent, elles sont dans des positions, dans des positions en fait Défavorisé quoi, dans le système, n'ont pas le pouvoir. Mais du coup, alors une question qui fâche, mais est-ce que d'une certaine manière, le féminisme, une certaine frange, une certaine manière n'est pas un peu dans ce cas-là? On a des femmes qui se ressentent comme les victimes du système,
et est-ce qu'on n'a pas une liaison d'un certain type de féminisme avec une certaine pensée conspirationniste? Il va vraiment falloir que tu arrêtes avec ce sujet, Mandax. Non, Non, mais Par vraiment. contre, Et c'est voilà, pas une c'est- question On va se faire que- taper à la sortie de l'école. Hein. non, c'est pas ça. C'est pas. Est-ce que ça c'est évoqué chez les jeux qui s'intéressent à la question, ou est-ce que pas du tout? Alors, je l'ai absolument jamais vu, Ah, voilà. ce genre de. Enfin, dans les recherches en tout cas que j'ai lues, et j'en D'accord. ai beaucoup à ce sujet, j'ai jamais vu ça. À vrai dire, j'ai jamais vraiment réfléchi à cette question, donc c'est un peu compliqué. Enfin, Ok, à mon avis, il y c'était pour voir. a. Enfin, je Je- pense pas pouvoir le. Alors je le précise que traiter je là. ne dis pas que le féminisme est une pensée conspirationniste. hein. Alors moi, je me désolidarise totalement de ce qui vient de se passer. Hein. Je comprends même pas que tu aies pu oser poser une question pareille. Je suis C'est vrai que sincère. là, Mais je réagis à la non, en tout description. cas, il n'y a absolument rien là-dessus, et D'accord. bon, je pense pas que ça soit. Enfin, Mais je suis convaincu que certaines personnes pensent ça. Quoi, que Ah, les c'est féministes pas possible. sont juifs et Conspira- reptiliennes? Sont conspirationnistes. Mais ça, Ah. oui, évidemment. D'accord, ok. Bah attends, ça se trouve, t'as les deux cons inverses. Hein, donc, Mais je pense De que manière- oui. de manière globale, il n'y a pas de différence homme-femme. Donc, dans la Ah, plupart des études. dans en fait, l'adhésion. Dans l'adhésion, pour l'adhésion ouais. théorie Ouais. du complot, il n'y a pas vraiment de différence. De temps en temps, on observe des différences, mais c'est très marginal. Et à mon avis, c'est simplement des fluctuations dues au hasard, mais dans l'ensemble, D'accord. on n'observe pas de différence et on aurait du mal à l'expliquer aussi, cette différence. de toute façon, chaque conspirationniste trouve midi à sa porte et d'ailleurs il essaie de s'en cacher Oui. parce qu'il le suit tout le temps. Oui, oui. Mais, pour les croyances religieuses, par exemple, il me semble que c'est connu que les femmes ont tendance à être plus croyantes que les hommes. Oui. Mais Alors, après, il y sur a paranormal plein de aussi, facteurs il qui. Oui, je t'écoute. Sur le paranormal aussi, il me semble Oui, que voilà. les femmes sont un peu plus C'est ça. croyantes que les hommes. Mais sur les théories du complot, non. D'accord. enfin, Très bien. Au moins, on Bah, est à c'est- égalité. C'est bien. C'est sociétal en fait. Enfin, Sans j'imagine doute. que c'est sociétal. Sans doute, oui. Ouais. Mais du coup, donc, tu as dit que. Alors, est-ce qu'il pouvait déterminer le passage aux croyances, c'était d'avoir un faible contrôle sur sa vie, donc un besoin de contrôle, et éventuellement le sentiment que le groupe auquel on appartient n'est pas considéré, Ouais. qu'il est méprisé, ou Oui. etc. Oui. Est-ce qu'on a des choses liées plus vraiment à la personne en elle-même? Oui. Alors, il y a des corrélats. Alors, en gros, il y a des traits de personnalité qui sont associés à ces croyances-là. Mhm. Avant tout, je tiens à préciser que ça explique pas énormément. Enfin, c'est lié, mais c'est assez faible. Hein. C'est pas non plus des liens énormes. Mais par exemple, l'un des meilleurs prédicteurs en fait des croyances aux théories du complot, c'est la méfiance envers les autres. Et même, ce qui est un peu surprenant, c'est même envers des personnes qui ont absolument, a priori, aucun rapport avec les complots. L'exemple le plus typique, c'est le fait de manquer de confiance en ses voisins, d'être méfiant D'accord. envers ses voisins, alors qu'a priori, ils n'ont absolument aucun rapport avec les complots. Ça permet, Justement. c'est lié négativement aux croyances aux théories du complot. Donc, moins on fait confiance à ses voisins et plus on croit aux théories du complot. Donc, ça, c'est un résultat qu'on trouve assez fréquemment. Nous, on l'a répliqué dans le cadre de la thèse. Donc, c'est un des plus gros, qui me vient à l'esprit en premier au niveau des prédicteurs. Ses voisins au sens littéral ou juste les gens qui littéral. environnent enfin qui sont dans l'environnement de la Donc personne? là, c'était, il me semble dans l'item, c'était mes voisins, carrément. D'accord, parce que là effectivement ça s'approche de la paranoïa. Alors Oui, oui, comme je pur et disais, c'est en partie relié, mais là, c'est vraiment méfiance envers tout le monde, en fait, pas seulement les voisins, le gouvernement, la police. Donc, d'être dans un état d'esprit dans lequel... Oui, il si y a je même- sais, on me surveille, donc du coup je suis pas en sécurité. Ça Et peut après être tout, ça, j'ai pas- les voisins, on n'est jamais sûr que ce ne soient pas des reptiliens de Betelgeuse. Hein, tu sais, ok. Et- Surtout ceux de Betelgeuse, il faut faire attention. Oui, non, ils sont vicieux. Mais du coup, il y a d'autres traits que moi j'ai pu croiser en m'intéressant à d'autres types de croyances, dans tout ce qui est lié à l'angoisse existentielle. Oui. Mais ça rejoint Alors, un peu oui. le contrôle, comme que tu parlais du contrôle, je pense que Ouais. c'est lié. Quand on a le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur sa vie, on a une angoisse existentielle qui est décuplée. Et du coup, en général, lorsqu'on a cette angoisse-là, on va se réfugier dans des croyances. Alors, est-ce que c'est prédicteur de l'adhésion aux théories du complot? L'angoisse existentielle, là, je pensais à notamment une étude sur laquelle ils ont mis en relation, justement, les personnes qui étaient plus anxieuses à propos de la mort, Oui. de l'idée de leur propre mort, croyaient plus aux théories du complot. Mais pour le moment, c'est pas le domaine le plus étudié. Et là, vraiment, à part une étude que j'ai en tête, il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Alors, il y a l'estime de soi faible. Mhm. En fait, ça, c'est un résultat. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire assez simple. Donc, les personnes en général qui ont une faible estime d'elles-mêmes croient plus aux théories du complot. Alors, l'une des explications qui est donnée, après voir si c'est vraiment la meilleure explication ou non, c'est qu'en fait, ils font la prédiction que les personnes qui ont une faible estime de soi, en général, ont des échecs dans leur vie. Et donc, ils ont besoin de trouver un coupable, de trouver une D'accord. personne sur qui mettre
la cause de ces échecs. D'accord, C'est l'explication qui est donnée. l'erreur d'attribution, en fait. On a toujours tendance à trouver les erreurs, les causes de nos réussites en nous et les causes de nos échecs à l'extérieur. Alors D'accord. là, par contre, pour cette idée d'estime de soi, nous, on a essayé de répliquer cet effet. On n'a jamais réussi à le retrouver. Ah. Mais a priori, il faudrait beaucoup de gens pour le mettre en évidence. Mhm. Et c'est vraiment un truc qui est assez flottant. Donc, c'est pas la caractéristique qui ressort le plus, mais comme c'était en lien, D'accord. on peut en parler. Bon, en gros, tu es en train de nous expliquer qu'il n'y a pas vraiment de parcours type, il n'y a pas vraiment de déterminant fort, il n'y a pas de marqueur extrêmement valide. En gros, c'est assez nébuleux. Par contre, Mandax, Non, il y a j'aimerais quand vraiment même- que tu arrêtes de parler de féminisme pendant les émissions parce que les gens ne parlent plus que de ça dans le chat. Ah oui, Bon, ouais, dans le attends, chat, on passe à autre chose. C'était vraiment... Non, non. C'était Alors, juste, c'était pour rebondir juste sur une phrase, et c'était de ma part assez idiot, pardon. Oui. Non. Docteur, Juste pour préciser, là, en fait, si, il y a des marqueurs de trait de personnalité, d'accord. mais ça permet pas de prédire énormément, mais c'est simplement des indications. Alors, un autre exemple un peu plus positif quand même, cette fois-ci, c'est un des traits ouverture à l'expérience. Simplement, donc les gens qui ont de l'imagination, qui ont la créativité de manière générale, enfin qui se définissent de cette manière. Donc en général, croient plus en général au théorie du complot, et l'explication qui est donnée, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui, face à de nouvelles idées, vont, plutôt que le refuser net, D'accord. vont en fait s'imaginer et si ça pouvait être vrai. Et donc, alors, ouverture à l'expérience, c'est un des 5 traits fondamentaux au niveau de la personnalité, et ça a été relié positivement, je pense, aux théories du complot, donc l'ouverture à l'expérience. Alors, il y en a encore plein d'autres, Mhm. mais je ne peux pas faire une liste ici. Enfin, il y en a Mais encore ça, pas mal d'autres. l'ouverture à l'expérience, on pourrait dire, pour défendre un peu le truc, a priori, c'est une qualité. Oui, alors, non, c'est une qualité, mais dans l'ouverture à l'expérience, il y a plein de choses, et notamment, il y a la créativité, donc l'ouverture aux nouvelles idées, et là, par contre, c'est plus l'imagination, a priori, le fait que les personnes soient très imaginatives. Les D'accord. théories du complot, elles font quand même pas mal appel à l'imagination de manière assez générale. Et juste pour comme un truc important que je voulais dire, et c'est souvent un reproche qui est fait aux psychologues sociaux qui étudient ce sujet, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des traits de personnalité qui sont reliés aux théories du complot qu'on est en train de psychologiser ces théories-là. Bien sûr. Il y a des tonnes de choses qui les expliquent, mais les traits de personnalité, on peut pas nier que c'est absolument pas du tout relié, quoi. Oui, enfin, il faut préciser qu'on n'est pas là pour essayer de caricaturer les choses. Ah non, Juste ouais, pour comprendre un peu ce qui se passe, on est obligé de passer par des oui. définitions, par des descriptions, parce que nous ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi les gens croient ce qu'ils croient. Oui. Et Alors oui, exactement. voilà. Ouais. L'idée, c'est de comprendre, en fait, d'expliquer pourquoi les gens croient aux théories du complot. On est plus dans une approche donc descriptive. On n'est pas dans le normatif. On n'est pas en train de dire ouais c'est bien ou c'est pas bien. On simplement Bien sûr, dire, oui. c'est tiens, ça. face à un même événement, il y a des gens qui vont réagir de manière différente pour tenter de l'expliquer. Pourquoi il y a des personnes qui spontanément vont l'expliquer de telle manière. C'est ça en fait la démarche. Et voilà, c'est bien qu'on ait l'occasion d'en discuter parce que souvent c'est un point d'incompréhension, donc je le précise. Après, pardon. Une question, je me demande si effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le changement avec Internet, tout ça, donc je sais pas si c'est un point que tu veux développer plus tard. Après, on peut faire ça maintenant. D'accord, ok. Vu qu'avant, donc tous les adhérents à la théorie du complot, je pense avant Internet, j'imaginais que c'était juste des marginaux qui étaient vraiment dans leur coin. Et ce que j'observe, personnellement, après j'ai pas fait de calcul ou quoi que ce soit, mais pour en avoir bouffé des documentaires sur les ovnis, sur les sirènes. sur les sirènes, oui, effectivement, sur le 11 septembre, sur la théorie de la pyramide de Gizeh. Bref, c'est fou le nombre de gens qui adhèrent ou qui justement discutent dans les commentaires et qui sont nombreux. Il y a beaucoup de monde, quoi. Il y a beaucoup de monde, donc des gens qui du coup font des recherches, mais en fait toujours dans l'optique de dire oui il y a un complot, oui il y a machin, et très peu de monde qui au final font de la recherche pour contredire, et au final le peu de gens qui se disent sceptiques dans ces commentaires là mais se prennent une volée de bois vert. Oh mon dieu, j'ai pas dit de gros mots. Donc voilà, c'est un truc qui m'étonne, et je me demande si effectivement c'est pas un changement qui a été opéré à partir de l'apparition. Ouais. Du coup, je complète un peu cette question. Est-ce qu'on a un regard historique sur est-ce qu'on sait à quoi remontent les premières théories du complot? Est-ce qu'il y a eu un début? Est-ce que ça a toujours existé? Et est-ce que, en termes d'évolution historique, il y a un moment donné où ça a changé d'envergure ou pas? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Alors,
Bon, je précise déjà, je suis pas historien, mais je vais quand Bien même sûr. regarder un peu historiquement ce qui s'est passé. Donc oui, ça remonte notamment, enfin déjà dès la Révolution, avec l'idée que c'est une origine des francs-maçons. Enfin, c'est le Barré à Buell, l'abbé Baruel, il me semble. Il faudra que je revérifie ça. Mais oui, c'est pas nouveau les théories du complot. Mais il me semble qu'à l'époque, c'était plus pour accuser en fait des minorités. C'était les jésuites, les juifs, complot juif mondial. Donc, enfin, ça, c'est pas nouveau. Par contre, ces dernières années, et plus au niveau de, ça fait référence plus à l'histoire américaine, il y a eu commencé à avoir les complots plutôt de type extraterrestre, un peu plus New Age. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Et non, enfin, Ouais, mais à la base, c'était dans des tabloïds dont tout le monde se foutait. Oui, oui. Quoi. C'était vendu à quelques milliers d'exemplaires et basta. C'est vrai. Oui. Ou alors ça intéressait les enfants. Quoi. Alors, il y a aussi une histoire de biais d'échantillonnage, c'est qu'en fait, sur Internet, et ça, enfin, Gérald Bronner en parle souvent, c'est qu'en fait, les gens qui vont dans les commentaires, c'est souvent les militants. Ça ne C'est représente pas la motivé. majorité Bien sûr. silencieuse, donc c'est des gens qui veulent à tout prix faire basculer les choses. Et donc, alors, se baser sur les commentaires, c'est vrai que, alors, ça dépend aussi de la source du site, mais en général, c'est vrai que c'est compliqué de déterminer combien de pourcents croient ou ne C'est un croient pas. exemple, hein. Alors, dans les enquêtes, il y a des enquêtes à grande échelle, donc c'est la théorie du complot. Pour donner un exemple, sur le Charlie Hebdo, ils ont estimé, il y a eu une enquête CSA, je crois que c'était l'année dernière, donc 4%, il y a un noyau dur, 4% de gens qui sont sûrs et certains que Charlie Hebdo, l'attentat Charlie Hebdo est en fait à l'origine un complot gouvernemental ou des D'accord. services secrets. Et si on prend les gens qui sont entièrement, qui croient absolument à cette théorie et qui doutent un peu, ça fait, je crois que c'est 16, il me semble, à peu près. Donc, il y a, Ouais. là encore une fois, ça dépend des complots. C'est assez énorme. Kennedy, c'est super. Enfin, c'est l'un des complots les plus répandus aux États-Unis. Je crois qu'il y a ça peut monter jusqu'à 70% des personnes qui Alors, La balle pensent volante. qu'il n'y a pas eu un assassin. Je corrige ta phrase, je te dis que c'est un des complots, c'est l'une des théories du complot. Parce que là, ta phrase a l'air de dire oui, mais je suis au courant que c'est un complot qui existe, ouais, mais là, cette phrase-là, elle va être répétée, déformée, etc. Répétée, déformée, Peut-être oui. que le docteur c'est des Et- choses et qu'on ne ouais. sait pas. Mais du coup, juste avant que Vlen fasse remonter une question intéressante, hein, En fait, il y a pas mal de questions qui ont été posées. voilà, j'aimerais juste revenir. On a dit que les théories avec les aliens, etc., c'était nouveau. Mon sentiment, alors, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'en fait, ça n'a rien de nouveau Non, non, non. et que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant avec les fées, avec les personnages un peu folkloriques, ok. etc. Est-ce que les aliens, est-ce que, ou pas, c'est une question, Oui. est-ce que les théories qui ont trait aux aliens, est-ce que c'est la même nature ou pas que ce qu'on croyait avant avec les fées, avec les... Ce qui a les changé, elfes, c'est les etc. implications. Oui. Oui, voilà, mais... Parce que les aliens, tu peux justement les relier au gouvernement. Mais les fées, tu peux les relier à ce que tu veux. Ah bah, Oui. Aux magiciens de l'époque. adieu. C'est dans l'idée d'un mythe moderne, en fait. Avant, c'était les fées, maintenant, c'est les ovnis. Pourquoi pas simplement, alors là, on l'a pas précisé tout à l'heure, enfin, je sais pas si on l'a précisé, mais les croyances au paranormal, de manière générale, donc penser qu'il y a l'existence, la télépathie existe, qu'il existe des entités invisibles qui nous influencent, enfin, plein de choses liées au paranormal, c'est très relié aux théories du complot. Bien sûr. Après, les complots des fées, je sais pas, à ma connaissance, j'ai pas vu ça, mais Enfin, complot, Là, dans- C'est un peu caricatural, je oui, pense. non, Ouais. c'était juste pour savoir, au-delà du mot complot, est-ce que ces types de croyances dans ces choses-là, est-ce qu'il y avait une parenté avec les folklores anciens, des gens qui pensaient que, parce que les fées avaient une réputation de merde. On disait que les fées pouvaient vous pourrir la vie, et voilà, enfin, il y avait cette idée comme ça d'une force négative qui manipule les gens. C'est pour savoir, est-ce que c'est lié ou pas du tout? ça, je pourrais difficilement répondre à cette question. Je n'ai pas en tête d'études là-dessus. Ok, bon, bah, c'est C'est pas juste que j'ai grave. l'impression que ça s'est quand même, même si on peut faire des liens, ça s'est quand même transformé petit à petit pour être de plus en plus modernisé, parce que maintenant les fées. Alors, je sais pas s'il y a des histoires de complots de fées. Alors peut-être à la limite des sorcières, enfin Oui, voilà, des complots de par sorcières, oui, Très juste. on peut envisager ça comme ça. Mais c'est très difficile de faire la comparaison. Enfin, maintenant, je suis pas du tout spécialiste D'accord, non, d'accord. des mythes modernes. Bah, disons que niveau Non, moderne, l'alien est plus. Enfin, je vais utiliser un terme pas En top. termes de décorum, oui, c'est sûr. Il est plus concret, enfin, dans la mesure où est-ce que bah, on l'a pas vu, mais c'est une possibilité parce qu'il y a d'une autre planète et machin. Donc C'est plus les crédible. c'est plus crédible. Voilà, c'est ça. D'accord. Vlad. Eh bien, je ne vais pas faire remonter de questions parce que je pense qu'il est temps pour une pause musicale maintenant. Non, on a 5 minutes. On a 5 minutes Oui. Eh ben, on fera qu'une seule pause musicale aujourd'hui. Mais non, mais on Et c'est est- tout Tout le vidéo. monde t'en voudra. On a commencé en retard. Et alors, oui, déjà, première question, y a-t-il des groupes sociaux plus complotistes que d'autres?
Alors, tout à l'heure, j'avais donné des exemples. En général, comme je dis, c'est les groupes qui sont défavorisés dans la société. Alors en France, je sais pas, je pourrais pas dire, mais aux États-Unis, oui, donc les Afro-Américains. Alors il y a des groupes, je sais pas, c'est pas un groupe social, mais des groupes politiques. En général, en fait, donc les deux extrêmes du continuum, extrême droite et extrême gauche, croient plus aux théories du complot que les personnes en fait qui se situent plus au centre en fait, au niveau de l'orientation politique. Au milieu, c'est mieux. Même si ça dépend beaucoup aussi du type de complot. Si c'est un complot, par exemple, qui est de nature écologique, ce sera plus les gens d'extrême gauche, alors que c'est un complot lié à des minorités, ce sera plus extrême droite. Mais, en tout cas, très récemment, il y a une étude là-dessus, et c'est le pattern, les résultats sont assez nets, en fait, avec une sorte de truc comme ça, en fait, avec aux extrêmes, en fait, les personnes qui croient le plus, et au milieu, donc, les niveaux de croyance qui est un peu plus faible. Mais ça, c'est peut-être lié au fait que les gens qui sont plus proches du milieu de l'échiquier vont s'identifier plus au parti au pouvoir. Oui, c'est une des explications. D'accord. Mais juste une question que tu me montrais, j'ai oublié, mais elle est intéressante. On peut la traiter rapidement ? Alors, laquelle des questions que j'ai notées ici veux-tu que je sélectionne ? Les gens ont l'impression que je suis en colère, absolument pas, c'est juste que je dois me déplacer pour parler dans mon micro. Voilà, est-ce que la théorie du complot est un mécanisme qu'on peut rapprocher du préjugé ? Est-ce que c'est lié ? Je pense qu'il y a des passerelles. Oui, alors c'est lié au préjugé. Alors moi, l'explication que j'en donne, c'est qu'aussi, et c'est mon hypothèse, c'est qu'en fait c'est basé sur une manière de raisonner qui vise la simplification de la complexité. Ah oui. Donc, je m'explique. En gros, on sait qu'en fait les personnes qui ont tendance à catégoriser les différents groupes sociaux comme des entités homogènes, donc en fait, par exemple dire les personnes de tel groupe, ils sont exactement pareils que les autres. Ils ont exactement ils font une sorte du même moule. Les Italiens, les Arabes, les Boches, etc. Okay. Et à l'intérieur de chacun des groupes, de considérer que tous les exemplaires, donc toutes les personnes qui appartiennent à ces catégories, sont identiques en fait. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça l'idée. Et ça, on sait que c'est relié aux théories du complot. Et moi, l'explication que j'en donne, c'est simplement de la façon de traiter l'information d'un point de vue cognitif. Ça simplifie les choses parce que ça permet justement d'éviter les nuances et de faire des raccourcis. Et c'est en ce sens-là que ça peut être lié aux préjugés. Après, bien sûr, c'est une forme de préjugé. En tout cas, ça peut être adossé à des préjugés qui existent et qui eux-mêmes vont alimenter les croyances, puisque si je crois ça de ce groupe-là, eh ben, j'ai des raisons parce que c'est un groupe qui justement est différent des autres, etc. D'accord. Bien, je pense qu'on a pas mal déblayé le terrain sur c'est quoi une théorie du complot. La deuxième partie, on va aller un peu sur le terrain, voir comment est-ce que les gens comme toi qui font de la psychosociale étudient ces questions-là et comment on fait. Et puis la troisième partie sera un peu sur comment est-ce qu'on répond à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas lutter contre, mais au moins pour comprendre un peu mieux et aider les gens qui savent pas trop quoi penser par rapport à ça. Est-ce que tu veux intervenir, Loki ? Je veux juste remercier Nomi d'écouter avec assiduité. Merci Nomi. Oui, remercions Nomi très très fort. Que je ne connais pas. Et je passe la parole à Vlad pour la pause musicale. Eh bien oui, le premier extrait que nous allons passer pour cette pause musicale est directement inspiré d'une autre théorie du complot que nous n'avons pas encore évoquée. Et je n'en dis pas plus, bonne écoute. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est l'autre ? C'est l'autre. Ah mais quelle tristesse. Alors je mets laquelle ? Apocalypse, please. Allons-y. C'était donc Apocalypse, please, parce que l'Apocalypse c'est un complot de Dieu contre l'humanité, n'est-ce pas ? True story. Donc nous sommes de retour pour cette deuxième partie avec le docteur Lantian pour parler des théories du complot et on va s'intéresser à la manière dont Et pour en commencer, on va peut-être répondre aux autres questions qui n'ont pas été posées. Ça dépend parce que il faut qu'on avance dans le programme, donc on verra au fur et à mesure si elles peuvent être traitées. J'aimerais qu'on s'intéresse à comment on étudie les théories du complot. Les gens voyaient comme Mandax snob vos questions et comme ils vous détestent. J'ai essayé de les prendre tout à l'heure avant la pause musicale. On a une structure en 3 parties. C'est un complot. C'est pas un complot, ça s'appelle un programme, c'est un Il ne veut pas laisser parler le peuple. J'ai mon document, et si je veux dire nazi, je peux, moi, ici. Alors que dans le chat, non. Alors, s'il te plaît, on en parlera dans la partie 3 de l'émission. J'aimerais savoir comment on fait de la science au sujet des théories du complot. Comment on fait ? Comment ça marche ? Quelles sont les équipes ? Quelles sont les disciplines impliquées et comment on fait ? Donc, une vaste question. Oui. Tout d'abord, donc, au niveau des champs disciplinaires, donc, il y a la plupart
des chercheurs en fait en général sont psychologues sociaux, ceux qui étudient donc les croyances et théories du complot. Et la manière la plus répandue d'étudier ces croyances, alors ça peut paraître très basique, mais c'est simplement donc pour mesurer une croyance et théorie du complot. Une croyance, c'est bien sûr immatériel, donc on ne peut pas mettre un scan sur le cerveau et dire ah tiens, cette personne croit aux théories du complot. Bientôt on pourra. Évident. Voilà, peut-être bientôt on pourra. Mais on demande aux gens de se positionner vis-à-vis de différents items. Donc je vais donner certains exemples après. Mais donc en fait, on demande aux personnes, on fait passer des questionnaires, on demande aux personnes de donner leur avis en fait sur différentes choses. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'échelle en fait de croyances aux théories du complot. Alors, parce qu'en plus, généralement, on utilise deux types. On utilise les croyances aux théories du complot générales. Donc, c'est l'idée, en fait, la propension à croire qu'il y a des complots sans forcément spécifier un événement, en fait, sans préciser l'événement. Je vais vous donner un exemple ici. Alors, attendez. Par exemple, donc, c'est très la recherche. Mais c'est la science, la science c'est de la recherche. Donc, c'est Google. Sentez la tension là, la réponse dans 3 ans. Des technologies permettant le contrôle de la pensée sont utilisées sur les gens à leur insu, donc il y a cette affirmation. Tu vois, on peut scanner, je te dis, c'est en cours. Et les personnes en fait doivent se positionner par exemple de 1 à 5, certainement vrai, certainement pas vrai, à certainement vrai. Et donc on fait passer une série de questions comme ça. Donc ça c'est les croyances générales aux théories du complot. Après il y a des croyances spécifiques aux théories du complot. Je donne l'exemple typique, c'est un groupe puissant et secret connu sous le nom du Nouvel Ordre Mondial, projette de diriger le monde à travers la mise en place d'un gouvernement autonome mondial qui viendrait remplacer le gouvernement. Très très précis. Et puis on voit que ça marche beaucoup. Précis. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait passer les deux échelles en même temps, enfin ces deux questionnaires, c'est extrêmement relié, c'est très très fortement relié positivement. En général, c'est quasiment équivalent. Donc que vous demandez des trucs très précis ou des trucs généraux, les gens en fait s'identifient avec ça. Enfin, les gens qui s'identifient, qui adhèrent aux théories du complot très spécifiques, adhèrent aussi aux généraux. Il y a une grosse corrélation, quoi. Quand on croit de manière générale, on croit de manière précise. Et alors, question là-dessus. Question de Sydney. Comme notre cher docteur est aussi professeur de statistique, je me demande si dans ces questionnaires-là, on trouve trace du fait si les gens qui croient en théorie du complot l'affirment, ou est-ce qu'il y a des gens qui croient dans les théories du complot qui ne l'affirment pas et qui peuvent ne pas ressortir dans ces tests-là. Alors, je valide. Exactement, ça c'est une des limites, c'est qu'en fait, on peut imaginer qu'une personne qui croit à fond en théorie du complot et qui est extrêmement méfiante va se dissimuler en répondant. Le questionnaire fait partie du complot, donc il faut se cacher. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'en général, les questionnaires, donc c'est anonyme, donc les gens, il n'y a pas moyen de les retrouver, mais c'est vrai qu'une des limites de ces questionnaires, et là c'est pour l'instant difficile de faire autrement, c'est qu'on ne peut pas déterminer si finalement il y a des théoriciens du complot extrême qui se dissimulent. Mais le problème va aussi dans l'autre sens. En fait, une personne qui ne croit pas aux théories du complot, elle veut aussi avoir peur de se faire juger négativement si elle répond très faible à ces genres de thèmes pour ne pas passer pour des naïfs. Donc il y a les deux. Oui. Non, moi je ne gobe pas tout, non, je doute. Oui, le 11 septembre, je doute, et peut-être que finalement les juifs, on ne sait jamais, c'est ça? Oui, c'est plutôt ça, ou alors, tiens, si je mets 1 ici, on va croire que je suis naïf et que je pense qu'il n'y a pas de complot, donc je vais mettre quand même un petit peu. Enfin voilà, c'est le genre de raisonnement, et ça on peut pas y échapper. Je vais me faire l'avocat du diable, pardon, mais est-ce que ça veut pas dire que ce mode de questionnement, il n'y vaut pas grand-chose, quoi? Est-ce que c'est fiable? Alors jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux, mais en tout cas, il y a une certaine fiabilité dans le sens où ça permet par exemple de prédire, nous c'est ce qu'on a dans nos résultats, si on propose à des personnes de s'inscrire à un newsletter en fait, pour recevoir des informations sur la théorie du complot, la manière dont les personnes répondent à ce questionnaire permet de prédire s'ils vont accepter ou non. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a des sortes de prédicteurs comportementaux, ou pseudo-comportementaux, parce que là c'est pas non plus un vrai comportement, mais c'est déjà une décision. Donc il y a plusieurs éléments comme ça qui nous laissent penser, au niveau de la cohérence des réponses, que les gens ne répondent pas n'importe comment. Mais c'est vrai que c'est une limite, et pour l'instant, à moins de sonder directement dans le cerveau des gens, et c'est pas du tout, je fais pas du tout une bonne idée, on n'a pas trouvé mieux que les questionnaires de ce type-là. En gros, ça reste compliqué de designer un questionnaire qui fait ressortir vraiment une information utilisable après, quoi. Et par contre, l'information, elle est assez discriminante dans le sens où les gens ont différents scores, et ces scores sont... le meilleur exemple, c'est la méfiance. Une personne qui va scorer haut sur toutes ces questions-là, ce sera la personne généralement la plus méfiante, en fait. D'accord. Donc il y a quand même il y a une certaine logique. Ça marche quand même un peu, d'accord. Mais il n'y a pas eu des expériences sociales type dynamique de groupe, je sais pas?
Expérience sociale, quel complot! Ouais, non, mais justement, non, je pensais à des expériences type 1000 grammes, quoi, tout dans le genre. Mais... Milligrammes Il y a ou, des expériences. Alors là, je parlais des questionnaires. ouais, Mais il y a c'est aussi vrai. des études en fait dans lesquelles. Alors c'est des études Une mise en expérimentales. situation. Voilà. Là, on parlait des D'accord. études corrélationnelles. En fait, on fait des liens entre différentes choses. On ne peut pas conclure sur la causalité. Par exemple, si on montre le lien entre méfiance et croyance aux théories du complot, on ne sait pas si c'est la méfiance qui cause plus grande croyance aux théories du complot ou l'inverse. Ou l'inverse, ouais. Par contre, il y a des études expérimentales et là, alors c'est peut-être ce que vous disiez quand vous parlez de milligrammes, mais en gros, en fait, il va y avoir une manipulation expérimentale. Donc, les groupes de sujets, en fait, de participants vont venir à l'étude et ils vont être répartis de manière aléatoire dans différents groupes. Et ces différents groupes vont recevoir différents traitements. Donc, par exemple, il y aura un groupe à qui on va diminuer le sentiment de contrôle, un autre groupe, on va augmenter le sentiment de contrôle, et ensuite, on va observer s'il y a une différence au niveau des croyances aux théories du complot. Alors ça, attends, parce que du coup, ça, c'est un peu de la manière dont vous fonctionnez. Donc ça, c'est super intéressant. Comment vraiment vous travaillez, par exemple, vous prenez les gens, vous les séparez, et vous appliquez sur eux, enfin, vous les mettez dans des conditions dont on sait, parce que c'était prouvé dans d'autres études, que ça va modifier un peu la manière dont eux se perçoivent, eux, ou perçoivent le monde. Exactement. Mais Donc, comment ça marche? Comment on fait? Très vite, pour que les gens comprennent comment vous faites. En gros, pour donner un exemple assez caricatural, donc il y a des gens qui viennent passer l'expérience en laboratoire et ils vont être répartis de manière totalement au hasard, donc aléatoirement, dans différents groupes, dans différentes conditions. Par exemple, il y a des personnes, on va leur dire, on peut imaginer, hein, veuillez écrire vos pensées lorsque vous étiez en situation dans laquelle vous n'aviez pas de contrôle sur votre vie ou sur l'environnement. Et c'est censé donc provoquer un état psychologique de chute de contrôle en fait. Donc Alors, ça leur remet à l'esprit l'état dans lequel ils étaient à l'époque où ils n'avaient pas de contrôle. Du coup, ça amorce. Comment on dit que voilà. Alors ça, amorce, c'est un terme qui existe. C'est un terme assez chargé théoriquement, mais ça existe. On peut dire tout simplement, ça les met dans un état psychologique. Enfin, pour dire vraiment simple, ça les met dans un état psychologique spécifique. D'accord. Et là, je peux par exemple donner un exemple assez précis avec ma thèse. Nous, on a fait la même chose, mais cette fois-ci avec le besoin de se sentir unique. On a demandé aux personnes, en fait, à un groupe, d'écrire en fait leurs pensées vis-à-vis du fait que le fait d'être différent des autres, c'est plutôt positif. Ou à l'autre groupe, on leur a demandé le fait d'être similaire aux autres, en quoi c'est positif. Et ensuite, on mesure les croyances aux théories du complot et on observe des différences. En fait, alors là, en l'occurrence, c'était le fait que lorsque les personnes sont amenées à vouloir se sentir différentes des autres, elles ont plus tendance à croire aux théories du complot que les personnes qui sont amenées à vouloir être plus similaires aux autres. D'accord. C'est un exemple, mais... Donc c'est un peu comme dans bio. Le conspi est plutôt anticonformiste. Si Ça, je résume grossièrement. Si je résume ma thèse, c'est ce qu'on a trouvé effectivement. Oui. D'accord. Ouais, donc dans une société où tout le monde serait conspirationniste, au final, ce seraient les sceptiques qui seraient marginaux. Et En qui fait, voudraient être originaux. Mais on peut vouloir être anticonformiste et du coup devenir conformiste parce que celui, comme dirait Vlad, il aime bien cette citation, celui qui nage à contre-courant définit quand même sa direction par rapport au courant. Tout à fait. Oui, exactement. Donc, il s'ajuste par rapport aux autres. Donc, c'est jamais totalement indépendant, en fait. D'accord. Mais là, en fait, c'était une bonne remarque, la dernière remarque, parce qu'en fait, on peut s'imaginer que si un jour les théories du complot deviennent très majoritaires, les personnes qui veulent se distinguer vont plutôt s'éloigner de ces théories-là. Donc, c'est vraiment... il faut prendre en compte le contexte, en fait. Mais justement, ça c'est intéressant, dans la mesure où ceux qui vont défendre ou croire à ces théories sont ceux qui veulent un peu se démarquer du reste. Est-ce que ce sont des théories qui sont par essence destinées à rester minoritaires ? Est-ce qu'une fois qu'elles sont majoritaires, elles se dissolvent parce qu'elles perdent leur avantage darwinien, on va dire, voilà. Tant qu'elles sont minoritaires, en tant que minorité, elles sont plus attractives. Une fois qu'elles sont majoritaires, elles ne le sont plus. Est-ce qu'on a des idées là-dessus ? Ça, c'est plutôt des hypothèses, mais en gros, l'idée, c'est que comme les théories du complot, elles partent du principe qu'il y a un secret, une manipulation secrète et qui n'est pas exposée au grand public. Si c'est exposé au grand public, finalement, c'est plus vraiment un complot, parce que dans la définition même du complot, il y a l'idée de secret et d'activité dissimulée. Donc, on peut imaginer que si un jour, je sais pas moi, un complot il y a un complot avéré, mais finalement, il y a plus cette motivation à vouloir se différencier parce que les gens disent par exemple, pour donner un exemple, c'est pas vraiment un complot, mais Edward Snowden avec l'affaire des écoutes, de l'espionnage, ce qui est assez amusant, mais là c'est purement c'est anecdotique, hein, mais les personnes disent oui, mais ça c'est évident, ça, on le savait depuis longtemps. Donc en fait, il y a une sorte de minimisation. Et après, on voit que les gens disent mais en fait, regardez plutôt ça, c'est ça qui est intéressant.
Voilà, donc là c'est un niveau purement anecdotique. Hein. Mon exemple, Est-ce que les conspirationnistes, pardon d'utiliser le mot, hein, mais oui. vont pas être tentés de penser que Snowden lui-même est dans un complot, quoi? Puisque tout le monde a accepté le fait qu'il apporte des informations vraies, du coup, puisque tout le monde pense qu'elles sont vraies, c'est forcément elles doivent être fausses, tu vois. Enfin, si je me place dans les bottes d'un conspi, est-ce qu'on Si on retrouve pousse le ça? raisonnement, oui, oui. Après, moi, je me suis pas non plus renseigné à fond sur cet aspect-là, donc D'accord. je pense que ça peut exister. Mais par contre, ce que l'on sait, et ça c'est assez intéressant, bon, ça c'est ce qu'on a vu dans la thèse, c'est que les personnes qui croient le plus aux théories du complot, elles ont tendance généralement à penser détenir des informations secrètes en fait, auxquelles les autres n'ont pas accès, des informations dissimulées, donc elles sont persuadées en fait d'avoir des informations qui leur ont permis de se positionner et que ces informations-là sont rares. Donc il y a une sorte de présupposé. La rareté de l'information. Ouais. Enfin, oui, d'avoir quelque chose, d'avoir accès à une chose dont les autres n'ont pas accès. Et surtout, il y a l'idée aussi, enfin, c'est un peu caricatural, mais le théoricien du complot qui se situe en dehors de la masse, et donc qui est un peu la personne qui va éclairer les autres sur la réalité du monde et qui fait partie d'une minorité, Côté une prophétique. élite en fait de la connaissance. Voilà, c'est un peu la caricature, mais c'est un truc qu'on retrouve assez souvent, quoi. Je voulais reprendre en exemple Oui. ce qui était dit sur Snowden et justement les révélations qu'il avait, enfin, tout ce qu'il avait sorti. Est-ce que derrière un complotiste ne perd pas tout l'intérêt par rapport à ses investigations, dans la mesure où est-ce que justement c'est révélé et que ça devient officiel en fait? Mais justement, je pose ces c'est questions-là que- parce c'est que Désolé. Non, mais C'est littéralement plat. une fois que c'est devenu public, une fois que tu n'es plus propriétaire de petits secrets que tu crois détenir, Oui, une fois qu'il est partagé, tu ne deviens plus l'original. D'accord, ok. il y a peut-être justement une perte de contrôle. Mais si tout le monde découle, plus personne découle. Bah, par exemple, il y a plus de personnes là qui sont à fond sur le scandale du Watergate aux États-Unis dans les années 70, enfin les affaires des écoutes téléphoniques. Maintenant que c'est un complot avéré, il y a personne qui va dire. Finalement, donc les personnes qui sont très motivées par le fait de défendre un complot, le jour où si un jour en fait le complot qu'ils défendent, enfin l'idée de complot qu'ils défendent est avérée, ils perdent finalement leur identité et finalement il y a plus de sens en fait à leur action. Ils ont vraiment intérêt à ce que leur complot reste nié par le monde, de manière à pouvoir se conforter dans l'idée que c'est un vrai bon complot, c'est le nôtre. Quelqu'un tout à l'heure demandait ce qu'il en était des personnes qui étaient justement sceptiques et anti-complotistes parce qu'elles-mêmes évoluaient dans des milieux profondément complotistes et qui justement développaient cette pensée sceptique-là en opposition. Ah. Je sais pas bien compris la question. Imagine, tu évolues dans une famille bien religieuse, oui. Et toi-même tu développes une pensée anti-religieuse, ou en tout cas anticléricale. Oui. Voilà. Alors là, je pense que ça c'est difficile d'y échapper. Enfin, si c'est bien ça la question, enfin si j'ai bien compris la question. C'est le premier parallèle qui me vient en tête. Hein. Oui, on peut pas finalement, bien entendu, en fait, l'activité du sceptique qui va entre guillemets lutter contre les théories du complot, nécessairement, c'est en réaction aux théories du complot. Donc c'est pas là encore, ça tombe pas du ciel. Donc, mais ça me paraît normal, enfin ça me paraît logique, parce que finalement, s'il y avait 0,0001% de personnes qui croiraient aux théories du complot, je vois pas pourquoi on prendrait du temps à étudier ça. Enfin, imaginons une personne qui croit que derrière chaque porte il y a un monstre. Je ne sais pas si quelqu'un va va faire des études sur les gens qui croient aux monstres derrière les portes, s'il n'y en a qu'une, si ça touche une personne. Oui, c'est plus après c'est comment on appelle ça? C'est une étude de cas, mais c'est plus une étude sociale. Donc oui, je pense que nécessairement, on ne peut pas y échapper, quoi. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que on retrouve dans les différents types de théories de complot, il y a quand même des points communs, des grands axes communs, et c'est ça qui est intéressant, d'un premier abord, d'abord de comprendre ces axes-là avant d'aller dans les cas particuliers. Mais du coup, comment dirais-je, par rapport aux questions du travail de chercheurs par rapport à ces questions-là, il y a le fait que je sais que par exemple Festinger, Léon Festinger, qui est celui qui a inventé le concept de dissonance cognitive, qui avec son équipe est allé au contact d'une secte. Donc il était en sous-marin, enfin la bande de quiche. En infiltration avec Sherlock Holmes. Gerald Bronner lui-même a été en infiltration pendant un an, je crois, dans une secte où il croyait que le gourou pouvait léviter les éléphants. C'était comme ça. Comment on fait pour approcher les conspis qui sont a priori, donc on a dit, un peu plus méfiants que les autres,
et surtout, pour qui les gens qui bossent dans la science, entre guillemets, officielle, sont l'ennemi. Ah oui. Comment vous faites, vous? Alors, ça c'est une bonne question. Et en fait, ce qui se passe, c'est contrairement aux autres groupes, par exemple aux sectes ou enfin je ne sais quoi, ici les théoriciens du complot, nécessairement, en fait, si l'idée même d'infiltration, ça renforce en fait leur croyance, parce que si en plus des gens veulent les infiltrer, ça leur prouve qu'il y a ça prouve qu'il y a une sorte de complot. Donc c'est très 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 compliqué déjà. Voilà. Même l'idée d'infiltrer un groupe de conspirationnistes, c'est une idée qui, je pense, d'un côté, ils seraient ravis de ça, parce que ça prouverait qu'ils auraient ça. raison. Ils disent, regardez, même les gens essaient de nous infiltrer, Mais de et toute ça façon, nourrirait leur défiance. pour eux, Ouais. tout est objet Oui. de confirmation. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va confirmer ce qu'ils pensent. Mais je veux dire, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des gens dans la recherche qui font ce travail-là ou qui ont cette ambition-là? Alors juste, si Alors, ça se trouve, ils sont déjà infiltrés, ils le savent pas encore. Voilà, maintenant je viens d'imposer un parano. Bonjour. Ouais. Alors, J'ai rien dit. alors, oui, il y a des choses qui ont été faites. Alors, généralement, je peux donner quelques exemples. En fait, ils allaient Ne étudier, balance pas des noms de gens qui sont infiltrés à l'heure actuelle. Hein. Non, pas Ils vont infiltrés. mourir, hein. Et ils Eric, n'ont même pas eu j'arrive. besoin de s'infiltrer, parce qu'ils sont allés simplement sur les sites en fait conspirationnistes, où les commentaires dans les sites D'accord. d'information, Ouais. dans lesquels en fait il y avait plein de théories du complot, et ils ont fait des études, alors des fois parfois qualitatives, mais des études en fait sur la manière dont les personnes interagissaient. Donc, alors sans le vouloir, en fait, ces personnes-là, les personnes qui défendaient ces complots, étaient observées par des psychologues sociaux, donc ça s'est fait. Ok. J'ai eu aussi vent en fait d'un doctorant qui avait justement été allé sur des forums en Angleterre en fait sur les théories du complot, et lui a eu des soucis parce que ce qui s'est passé, c'est que à la fin de l'étude, ils sont bien sûr au courant il y a un débriefing, ça c'est obligatoire, c'est dans le code éthique du psychologue D'accord. et des études en général, et ils ont après commencé à Oui, ils l'ont mal vouloir pris, lui quoi. chercher des Oui. 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 Et parce qu'ils ont pris ça comme une trahison, donc c'est aussi le risque en fait. Mais la plupart du temps, même à ma connaissance, la seule manière dont ça a été étudié, c'est plutôt sur Internet. Et D'accord. il n'y a pas vraiment d'études dans lesquelles les personnes vont dans des groupes D'accord. conspirationnistes. Donc ça ne se pratique pas, ou en tout cas pas beaucoup, ou en tout cas pas maintenant. Moi, je l'ai pas vu. Ok. Oui, voilà, ça. Mais sur Internet, ça se fait. Alors bien sûr, sur Internet, on est protégé derrière un écran, donc Oui. c'est sûr, c'est plus facile. Mais du moment qu'on est perçu comme l'ennemi, parce que bien entendu, la personne qui veut étudier ça est automatiquement, soit elle est considérée comme faisant partie du complot, soit considérée comme manipulée, mais dans tous les cas, elle n'est pas perçue de manière bienveillante. Et ce qui est normal. Hein. Si on suit leur C'est logique, logique, tout à fait dans le paradigme local de cohérence. Ouais. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y a des comment dirais-je? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont permis, enfin, parce que les théories du complot et les dérives sectaires, d'un point de vue de néophyte, ça a l'air extrêmement lié. Est-ce que dans les recherches que vous faites, est-ce que ça a un impact sur la manière dont on peut réfléchir sur comment les gens rentrent dans les sectes, comment on les en sort? Voilà. Est-ce que la dimension sectaire entre dans les questions qu'on se pose dans ta discipline? Alors, C'est vaste comme pas- question, c'est un peu vache aussi, Ouais. mais Je suis pas sûr que c'est la même Non, non, c'est une manipulation. bonne question. non, mais c'est ma question. Est-ce que c'est du même ordre? Est-ce Alors, que la dérive sectaire est liée ou non, ou fortement ou pas du tout, ou oui, mais uniquement de manière très spécifique, à la croyance dans les théories du complot de manière générale? On peut faire des rapprochements. Moi, j'ai pas vu de travaux là-dessus, mais à mon avis, c'est soit en préparation ou soit il y a des gens qui vont très bientôt en fait, passer à l'action au niveau de ce sujet. D'accord. Parce que c'est souvent une idée qu'on voit que en fait, les théories du complot, c'est aussi parfois un moyen une porte d'entrée en fait vers les Oui. dérives sectaires. Pour isoler les gens Ouais. du Voilà. monde extérieur. Mais après tout, c'est Et comme en- ça que effectivement les sectes fonctionnent. Autrement dit, elles offrent Oui. quelque chose, où elles te donnent des informations que le T'as monde une normal ne te vérité, donnera pas. voilà, On a la c'est ça. vérité. Donc ça ressemble beaucoup à ce que tu disais, Mm. ça ressemble beaucoup à la manière Je dont comprends mieux ta les question. sectes fonctionnent. Oui. Voilà, et c'est pour savoir si, moi, je ne serais pas étonné, comme tu dis, que ça sorte, mais donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de choses faites, de publiées, pour qu'ils lient Sur les les sectes. théories du complot et les sectes. Pour déterminer une mécanique commune. Voilà. Non, par contre, il y a un article, mais c'est un article théorique sur la théorie du complot comme mentalité quasi religieuse, Ah. qui font des parallèles entre différents traits. Mais alors, le détail, par contre, j'ai plus en tête.
Mais il y a eu des tentatives comme ça de rapprochement théorique. Alors, par contre, là, c'est pas secte, hein, c'était mentalité Plutôt religieuse. religieux, mais ça me va aussi. Tu pourras Oui. nous envoyer la Ah oui. référence de ça Pas de m'intéresse. problème, je verrai ça. Parce qu'en effet, l'idée d'avoir accès à une vérité que les autres n'ont pas, ça ressemble Oui. à ce qu'on a pu voir au moins dans les débuts des différentes religions, qui prétendaient avoir une vérité qu'on retrouve encore à l'heure actuelle dans certaines... La boucle est bouclée. Voilà, La bon. théorie du complot, de manière générale, c'est aussi très soudé à la pensée manichéenne, en fait, avec les gentils et les méchants. Oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans les sectes, avec le groupe de la secte qui est le bien et l'extérieur qui est le mal, Ah oui. pour caricaturer un peu, mais parfois des théories du complot, c'est un peu le même système, en fait. Avec, D'accord. Je suis même pas certain qu'on puisse dire que c'est de la caricature. Hein. Oui, oui. Mais soyons prudents, soyons nuancés. Parce qu'encore une oui, fois, c'est vrai. il faut préciser un truc, on l'a dit, mais on répète, c'est potentiellement, on n'est pas en train de dire que les gens qui croient aux théories du complot sont plus stupides que les autres. Est-ce qu'il y a des... Enfin, je crois savoir, et ça c'est une question que je me pose. En tout cas, en 98, avant Internet, on avait montré que les gens qui avaient tendance à croire dans le paranormal et dans pas mal de choses, y compris les théories du complot, étaient plutôt plus diplômés que la moyenne, étaient plutôt plus instruites que la moyenne. Oui. Donc, il n'y a pas de corrélation entre intelligence, instruction et crédulité dans ces choses-là. Ou alors, est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui. Alors, il y a des liens avec instruction. Donc, en général, dans les études, même si, encore une fois, c'est un lien assez faible, mais plus les personnes sont instruites, et moins elles croient aux théories du complot, quand de même. manière générale. D'accord. Mais c'est un lien qu'on retrouve. Ouais. Avec intelligence, il n'y a pas encore de... Alors, il y a des travaux un peu indirects, mais il n'y a pas directement de travaux sur l'intelligence. Et je pense que des travaux sur le lien entre intelligence et théorie du complot, ce serait un peu malvenu. Oui, sans doute. Oui, parce que je pense que ce serait... Enfin, pas directement comme ça, en fait. Étudié comme ça. Après, il peut y avoir des raisonnements. Alors, il y a plein de choses sur les biais, les erreurs de raisonnement, les croyances en théorie du complot. Ça foisonne assez comme domaine de recherche. Mais sur l'intelligence, non. Mais oui, l'instruction, et on pourra y revenir un peu à la fin, parce que quand on parlait des méthodes pour diminuer les croyances, c'est une des méthodes qui est préconisée. Donc, augmenter le niveau d'instruction. D'accord. Par contre, au niveau de la connaissance politique, il y avait une étude qui avait tenté de mettre en lien le fait, est-ce que les gens qui ont plus de connaissances en fait que le politique croient moins en théorie du complot, et c'était pas, de mémoire, c'est pas relié en fait. C'est pas aussi simple que ça. Donc la connaissance en tant que telle... En politique, oui, ouais, la connaissance en politique. C'est pas suffisant pour... Mais tu dis quand même qu'il y a quand même une relation, Oui. donc ça c'est un truc que moi je n'avais pas, en tout cas si je n'étais pas à jour, plus on est instruit, moins on a tendance à y croire. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une zone quand même où enfin, comment dire, entre les gens pas du tout instruits et les gens un petit peu instruits, il n'y a pas une sorte de cloche où ils croient un peu plus et après ça diminue? Ou pas du tout? Alors, je pense que tu fais référence là, l'article sur le paranormal, où en fait on observe que il y a un moment donné, il y a une sorte de cloche. Bac plus 2, voilà, entre bac et bac plus 2, ça augmente et après ça baisse. Les données, ils les ont peut-être pas traitées comme ça, donc je sais pas s'ils ont testé cette prédiction. C'est aussi possible, hein, parce que on peut aussi s'imaginer, enfin, les théories du complot, elles sont assez sophistiquées, Voilà. donc les personnes qui ont vraiment aucune instruction, je pense pas qu'elles s'embêtent à s'imaginer les théories du Dès que complot. c'est un peu sophistiqué, même si c'est, in fine, le but c'est de simplifier le compliqué, comme tu l'as dit, et quand même, il faut prendre en considération des groupes d'influence, etc. Il faut avoir quand même une certaine culture, entre guillemets, de la manière dont le monde est un peu structuré. Après, dessus, on fantasme. Mais je pense que quand on n'a pas du tout de connaissances, c'est peut-être plus compliqué d'avoir une... Je te suivrai là-dessus, en fait, sur cette idée. Bon, moi, mais là, ça n'a pas été fait dans cette étude. Il faudrait qu'on ait des données pour pouvoir... plus fines. Vlad, oui. Dis-moi, est-ce qu'on a des choses, des questions qui remontent? Il y a plusieurs questions. Actuellement, le chat est particulièrement animé. Allons-y. Alors oui, question que je trouve intéressante. Comment faire la différence entre complotiste et lanceur d'alerte? On a évoqué Snowden tout à l'heure, qui est un lanceur d'alerte. C'est vrai que... Mais justement, il c'est quand on a évoqué la question que juste pour mettre les choses... Tout le monde s'attache à Snowden alors qu'il y a encore Julian Assange. Ou son nom m'échappe. Voilà, on a des gens donc, qui apportent sur la scène publique des informations qui étaient tenues secrètes, qui peuvent être... qu'on peut éventuellement appeler complot, puisque c'est secret. Et dans quelle mesure ça rejoint ou non la pensée conspi? J'ai l'impression qu'en fait, c'est qui est à l'origine de l'information, parce que
Si la personne, par exemple, a directement travaillé, je pense à Edward Snowden, si la personne était directement dans les services secrets, c'est sûr que là, au niveau de crédibilité, c'est pas pareil qu'une personne qui sort de nulle part et qui va parler en fait de choses dont il n'est pas censé avoir connaissance. Donc je pense, là encore, il y a pas, moi je connais pas de travaux là-dessus, mais spontanément, je répondrais que ça dépend vraiment de la crédibilité de la source, d'où vient la personne en fait qui va diffuser les informations, quoi. Parce que je pense pas que des gens puissent accuser Edward Snowden d'être un conspirationniste, parce que c'est pas du tout. Enfin, ça serait un peu malvenu. Ils peuvent. Ça Ils dépend, sont capables de tout, c'est ça qu'on les reconnaît. ça dépend de comment sont étayées les preuves qui balancent. Oui, Enfin, je veux voilà. dire, toutes les C'est informations, exactement. il faut que ce soit vérifié, parce que bon, tu peux être un politique au placé et balancer un truc sur les aliens et tout ça, et au final, on se moquera de toi quand même. C'est arrivé d'ailleurs. C'est déjà arrivé, voilà, Oui, justement. Oui, Donc exactement. tout dépend de la crédibilité des informations que tu fais circuler, et aussi les preuves que tu amènes avec toi. Autre question que vous voulez faire monter. Voilà. Alors, est-ce que la science ne se fait pas manipuler par les conspirationnistes? On dit, je pense entre autres à Emmanuel Todd, Todd. voilà, souvent cité par Soral comme preuve de ses délires. Non mais tout à fait. Non mais ils ont raison. Les dinosaures sont faux. Ce sont des ossatures en plastique balancées par les Illuminati. Tout à fait. Non, mais Non, la question, cette idée que la science est parfois manipulée, ou souvent manipulée par les conspirationnistes. Donc on a le cas de Emmanuel Todd qui est cité par Soral. Todd a dit quand même pas mal de choses par rapport au 11 janvier, au fait que la France, ou pas la France, était descendue dans la rue pour manifester contre les actes de barbarie, etc. Et donc il a écrit des choses dessus qui sont après réutilisées par Soral pour expliquer que voilà, il y a une frange, il y a une frange du pays qui est moins solidaire que le reste. Et voilà, mais bon, moi j'ai pas de réponse. Est-ce que toi là-dessus tu as des réflexions, ou est-ce que c'est un petit peu à côté du... Ça, c'est une question un peu complexe. Enfin là, spontanément, j'aurais pas de réponse par rapport à ça, parce que c'est un peu difficile. Enfin, la question est super vaste, quoi. C'est ça. Est-ce que la science est influencée par les conspirationnistes? En fait, là, c'est pas tellement influencé, il parlait vraiment d'être manipulé. Mais je pense que c'est une évidence. Évidemment que les conspis vont manipuler tout ce qu'ils pourront manipuler pour défendre leurs idées. Après, ici quelqu'un dit avec plutôt pas mal de justesse, je trouve qu'il faut faire attention, la science, ce ne sont pas les scientifiques. Déjà, Oui, voilà. aussi, Et l'activité de recherche scientifique, et dans la science, Todd ne fait pas l'unanimité. C'est ça. Pour autant que je le sache. Voilà. Et tout à fait. Et il faut distinguer les gens et le consensus scientifique. Et en général, le consensus, quand il est installé quelque part, il est difficile à manipuler, parce que c'est le consensus. Mais encore faut-il que les gens sachent comment ça marche, le consensus. Est-ce qu'on a une question un peu plus à laquelle on pourrait répondre, parce que là, c'est pour Anthony, c'est vachement vaste, et c'est des questions qui débordent un peu du thème, quoi. Alors, par exemple, ici, voilà. Apparemment, il y a quelques traits communs aux conspirationnistes, recherche de contrôle, estime de soi, créativité, etc. Mais est-ce que agir sur ces paramètres chez quelqu'un permettrait d'influer sur sa tendance au complotisme? Donc ça, ce sera la troisième partie de l'émission. Oui. Alors, est-ce que je réponds tout de suite ou... Je sais pas, est-ce qu'on a d'autres questions On était presque. qui sont plus liées Troisième chance. à la deuxième partie? Vas-y, dis full. Alors, Celle de Plasmodium. oui, Spasmodium. La question arrive. Alors, la propension à croire qu'on doit éclairer son entourage car on sait des choses qu'il ne sait pas, est-ce que c'est très propre aux conspirationnistes? Je veux dire, est-ce qu'on ne voit pas aussi ça chez des sceptiques, par exemple? Voilà. Pour citer l'ami... Je pense que, à mon avis, c'est pas seulement les sceptiques, mais en fait de toute... je sais pas, par exemple, j'imagine les personnes qui font des études, je sais pas, j'imagine une personne qui fait des études de droit, qui va vouloir informer ses parents des nouvelles lois. Enfin, je pense que c'est un trait commun. C'est vrai que c'est pas seulement sceptique. Par contre, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas lié aux théoriciens du complot. Par contre, un trait plus distinctif, c'est l'idée de, en fait, là, on t'a menti depuis le début. La réalité, c'est ça. C'est plutôt cet aspect-là qui va être mis en avant, pas seulement le vouloir. L'idée de mensonge, quoi. Voilà, oui. C'est le fait de vouloir en fait enlever le voile d'ignorance, comme on dit, et de dire en fait non, on t'a menti depuis le début, la réalité c'est comme ça que ça se passe. Et c'est plus ça, c'est pas seulement le fait de vouloir informer, parce que le fait de vouloir informer c'est salutaire, et je pense que c'est un peu tout le monde qui le fait, que ce soit les zététiciens, les gens qui font des études, les gens qui se spécialisent sur un domaine. C'est tout à fait, je pense que c'est courant en fait.
Donc en fait, pour répondre à la question, tu l'as fait, mais je vais reformuler en essayant d'être peut-être un peu plus dans l'axe de la question. Il y a une vraie différence entre le sceptique raisonnable et le conspi, c'est que le sceptique, il ne va pas présupposer au départ qu'il y a une intention de mentir aux gens. Alors que ça fait partie de l'ADN de la pensée conspi. Il y a toujours à un moment donné des intentions, il y a toujours des intérêts cachés, il y a toujours quelqu'un qui cherche à manipuler les autres. Oui. Alors il y a justement, en lien avec ça, je ne sais pas si on en a déjà parlé, il y a le biais d'intentionnalité. Oui. Donc, il y a des recherches qui montrent que les personnes qui croient plus aux théories du complot ont plus tendance à attribuer de l'intention à des agents inanimés, genre des carrés, des triangles qui bougent, ils leur donnent des intentions, et de manière aussi générale à anthropomorphiser, c'est-à-dire attribuer des caractéristiques humaines à des objets ou des animaux, pas une télé qui parle, une télé qui souffre, n'importe quoi. Ok. Donc tout ce qui est théorie d'esprit, ils sont très attentifs à ça. Mais par rapport à ça, donc c'est un petit peu lié au fait que comment on perçoit le hasard dans la nature. Et tu vois là où je veux en venir, parce que donc une connaissance commune, Nicolas Gauvry, qui était notre invité il y a quelques temps, a publié un papier donc je résume, tu me diras si c'est pas aussi clair, que justement on assume dans la littérature en général que les gens qui croient dans les complots ont tendance à vouloir tout expliquer par quelque chose et donc à rejeter le hasard. Et donc ça c'était quelque chose qui est un petit peu on va dire une idée reçue, un lieu commun, voilà. On part du principe que c'est vrai. Donc ils ont testé ça parce que apparemment ça n'avait jamais été testé. Et dans leur étude ils ont montré que avec des méthodes que tu connais mieux que moi, ils ont testé des gens et les gens qui sont plus corrélés à une pensée conspirationniste ne sont pas plus opposés au hasard que les autres, a priori. Donc cette idée que les conspis sont particulièrement motivés par un rejet du hasard, a priori elle serait pas aussi valide que ça. Oui, alors en fait, c'est une étude qui a été parue dans une Psychological Science, donc c'est une revue très cotée en psychologie. Et ce qui est étonnant, c'est simple. Donc c'est les auteurs, donc il y a Sébastien Dieguez, Pascal Wagner-Egger et Nicolas Gauvry, dont tu parlais. Voilà. Et en fait, ce qui est étonnant dans cette publication, c'est qu'ils ont réussi à publier des résultats qui ne font pas le lien entre deux choses, ce qui est assez rare et notable. Et c'est justement parce que c'est tellement contraire à ce que les gens imaginent spontanément, parce que l'image qu'on a du conspirationnisme, c'est rien n'arrive par hasard, comme par hasard. Et en fait, là, a priori, avec une technique très sophistiquée de détection est-ce que c'est du hasard ou non, les personnes qui croient le plus aux théories du complot ne sont pas les plus susceptibles de rejeter ou non le hasard. En fait, elles ne se différencient pas des autres. Et si elles se différencient, c'est extrêmement faible, en fait. Parce que leurs résultats permettent de conclure que s'il existe un lien, le lien est extrêmement faible, en fait, et tellement faible qu'on se demande s'il est notable dans la vie de tous les jours. D'accord. Moi, je mets un bémol pour le truc. On avait parlé. De mon point de vue, c'est que voilà, en science en général, surtout en sciences psychologiques où on a du mal parfois à répéter les résultats, c'est un des gros problèmes de la discipline. Un tel résultat, il est extrêmement intéressant parce qu'il apporte quelque chose qui n'était pas connu, mais c'est pas une preuve. Ce sera une preuve lorsqu'on aura 2-3 études qui iront dans le même sens avec d'autres questions, etc. Pour l'instant, ça apporte juste le fait qu'il faut arrêter de prendre ça comme acquis. Oui, tout ce que t'en tires, c'est une statistique au final. C'est juste dire que voilà, on a testé ça dans certaines conditions et on a obtenu tel résultat. Et en psycho, un résultat, il est jamais aussi solide qu'en physique, quoi. C'est beaucoup trop aléatoire. C'est très complexe, il y a beaucoup plus de facteurs qui il y a beaucoup de paramètres. Voilà, on a plus de paramètres. Donc voilà, donc sans vouloir manquer de respect à Nicolas Gauvry, je le dis directement, enfin il le sait, hein, c'est pas un problème. Voilà, c'était un papier extrêmement intéressant parce que du coup ça remet en question un truc qui n'était pas en question. Donc il est important, mais ça ne veut pas dire que sa conclusion est correcte pour l'instant. Ça veut juste dire qu'il faut arrêter de prendre pour acquis le fait que les conspirationnistes rejettent le hasard. Et en soi, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Alors toutes les autres études dont on parle depuis le début, même de manière générale, cette prudence s'applique à non seulement la sienne, mais à toutes les études. Hein, c'est pas. Enfin, il y a quand même des résultats qui reviennent de manière récurrente. J'ai rien en tête, mais voilà, certains sont plus ou moins acquis, c'est quasiment connu maintenant, et d'autres, comme celui-ci, il faut vraiment qu'on creuse parce qu'on n'est pas sûr, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à cette partie des études, comment on étudie, comment on comprend la manière dont les théories... Alors, Lucky a une blague. Alors, on me pose une question par téléphone, on demande comment reconnaît-on un conspirationniste. C'est simple, il écoute l'OST de Requiem for a Dream.
C'est pas qu'il l'écoute, c'est que c'est l'OST de sa vie. Quand il rentre dans une pièce, ça se diffuse instantanément. Il entre dans une bibliothèque, il a la musique. Voilà. ça. Bon, donc, chers amis, allez écouter l'OST de Requiem for a Dream qui est en C'est vrai que c'est effet. curieux ça. Dans les vidéos, on Oui. entend souvent. et on le- Soit ça, soit le thème de Saw. C'est ça. Ouais, Enfin, Saw, ça va, vu que c'est en lien avec une révélation finale, tu vois. Mm. C'est Mon thématique. cher Vlad, attends une autre question pertinente pour cette partie de l'émission. Non, beaucoup de personnes qui râlent énormément, mais pas tant de... Il râle sur quoi? Dis-moi. Le féminisme. Est-ce qu'il y a un truc qui est. Non, non, ça, Bonjour, je fous la merde. on va oublier ça. Oh non, sur un petit peu tout, sur la distinction, sur l'implication de la science dans la société, sur le rapport entre société, cognition, complot et compagnie. D'accord, bon. On a un Des chat choses dont on a animé. un petit peu parlé en fait. Très bien, j'ai pas accès au chat malheureusement. Alors, je propose qu'on fasse la deuxième pause, et puis après on va essayer d'aller dans un sujet un petit peu plus polémique ou quoi. Enfin, on va quitter le monde de l'exploration pour essayer d'aller quelles solutions on peut apporter, qu'est-ce que les connaissances qu'on a acquises sur ces mécanismes-là nous permettent de faire pour essayer d'aider les gens ou d'aider les familles, etc. Famille, une fois que les gens croient quelque chose, ou avant qu'ils y croient, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à ne pas croire n'importe quoi, mais à croire juste ce qui est vrai. Et donc je me tourne vers Vlad qui va vous présenter la deuxième pause musicale. Bien, la deuxième pause musicale, je l'avais déjà présentée sans faire exprès pour la première. Comme je le disais, ça traite d'une autre théorie du complot dont nous n'avons Sois plus explicite. toujours pas parlé. Je ne serai pas plus explicite, je vais laisser la musique défiler. C'est lui qui l'a choisi. Je n'assume pas le choix de cette chanson, Vlad. Alors, Je m'en floue complètement. qui a chanté? C'était quoi? C'était Electric Six. Et ça s'appelle Gay Bar. Je ne connais pas cette chose, je ne connais pas. C'est faux. Docteur Lantian. Donc, troisième partie de notre émission pour parler des solutions, pour dire ça vite. Comment on répond? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ce que c'était plus ou moins que les théories du complot, une fois qu'on sait à peu près qui sont les gens qui y croient et comment ils sont amenés à y croire, etc. Une fois qu'on a compris à peu près ça, ce qui est... Bon, les gens bossent encore dessus, mais bon, une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on fait et quels conseils on donne aux gens. Voilà. Merci, docteur. Ah bah c'est tout, Alors, c'est vraiment intéressant. D'accord, donc la question... Ok, je pensais qu'il y avait une question plus précise par rapport Non à ça. mais Donc, là juste c'est la pour, question, c'est la question vague. Comment tu veux D'accord, ouais. aborder cette partie-là pour Oui, oui. qu'est-ce qui te vient à l'esprit de toi par rapport à ton expérience pour dire voilà, alors faites gaffe à ça et ça, pensez à ça quoi. Première chose, c'est l'effet de simple exposition, enfin le fait de simplement être exposé à du matériel sur les théories du complot. Mhm. Il y a plusieurs recherches qui montrent que le simple fait de regarder un film, Loose Change par exemple, ou n'importe quel film JFK, Ouais. par exemple aller voir JFK au cinéma, lire des textes sur les théories du complot, regarder des émissions là-dessus, ça a des effets, ça augmente de manière temporaire. Alors je dis de manière temporaire parce qu'on ne sait pas l'effet sur le long terme, mais ça temporairement, D'accord. ça modifie en fait les croyances des personnes dans le sens défendu par le documentaire ou le contenu en fait, ce qui est logique, ce qui est entièrement logique. Et alors ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, de manière générale, on a tendance à sous-estimer le changement en fait chez autrui. Enfin, on a tendance à sous-estimer le changement sur nous-mêmes. Donc on a dit ouais, ça m'influence pas. Par contre, on est beaucoup plus juste pour autrui parce qu'on arrive à prédire en fait le changement d'attitude, enfin le changement de croyance chez autrui. D'accord. Donc il y a une sorte de dissymétrie qui est appelée le third party effect, donc l'effet à la troisième personne, qui fait qu'en fait on sous-estime l'influence en fait d'une attitude pour nous-mêmes, mais par contre on est beaucoup plus juste. C'est comme les gens qui pensent que la pub n'a pas d'effet sur moi. Et voilà. Elle n'a pas d'effet sur moi, et par contre elle en a sur les autres. Voilà. Donc, voilà, c'est le point aveugle en fait. Enfin, toi tu l'as appelé l'effet de la third person. Ouais, third person effect, l'effet de la troisième personne. D'accord. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le fait que regarder une vidéo, ça peut modifier nos... En fait, Sarkozy avait raison. Quand on regarde une vidéo de djihadiste, c'est qu'on est djihadiste. C'est ça que tu es en train de nous dire ça ou pas? Et quand tu passes sur YouPorn, tu deviens une pornstar. Si c'est pas ce que tu nous dis, apporte de la nuance. Merci Twitter. Les croyances sont modifiées tout en ayant conscience qu'en fait c'est modifié par rapport à la position de base. C'est-à-dire qu'une personne qui croit absolument pas, ouais.
elle va pas croire aux théories du complot, elle va y croire un tout petit peu plus par rapport à sa position de base. Et c'est en moyenne, parce ça cache des disparités. En fait, il y a des personnes qui peuvent très bien réagir à contresens, mais en moyenne, ce que l'on observe, c'est un déplacement des croyances en direction du contenu. Mais du coup, le rôle d'Internet, là, pour le coup, devient prépondérant parce qu'il y a... Est-ce qu'on a une idée des chiffres du nombre de documentaires conspi, du nombre de gens qui la regardent? Enfin, rien qu'en France, c'est des millions des millions de vues. Oui. Alors, j'ai pas de chiffres précis par rapport à ça, mais c'est très répandu et on connaît tous des personnes. C'est un bon proxy, même s'il y a des biais d'échantillonnage, on connaît tous des personnes autour de nous qui regardent ou qui diffusent ces contenus. Donc c'est pas des trucs très marginaux. C'est vraiment marginal. Ouais. Mais après, on peut très bien le diffuser sans forcément y croire. Moi, j'ai des collègues qui m'envoient des trucs comme ça. C'est plutôt de manière ironique, en fait. C'est plutôt bien sûr. Mais du coup, pour revenir sur cette idée que sur Internet, tout ce qui est diffusé peut augmenter l'adhésion aux idées un peu bizarres et aux théories du complot, est-ce que la bonne réponse, c'est la censure? Parce que, par exemple, sur le chat ici présent, quand les gens écrivent le mot nazi, ils sont éjectés automatiquement par le robot qui gère le chat. Alors d'un seul coup, en face, ils peuvent se dire, mais mon Dieu, mais alors du coup, on n'a pas le droit de parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on me censure. Si on me censure, c'est que j'ai raison. Tu vois, tout le cortège d'idées qu'il y a derrière. Et les robots nous gouvernent. Et en plus, là, pour le coup, c'est vrai sur le chat. Les gens ont d'ailleurs commencé à utiliser cet outil-là. Ils écrivent nazi au lieu de cliquer sur la croix. C'est plus facile pour eux et plus reposant, visiblement. Laquelle croix? Non, mais il va... voilà, est-ce que le rôle de la... par rapport à cet effet de simple exposition, est-ce qu'on a une réponse adaptée? Ou est-ce que la censure reste ce qu'il y a de mieux? Alors la censure, en fait, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, censurer, c'est de regarder, ils nous censurent, donc ça veut dire qu'on a raison. Ça veut dire qu'ils veulent empêcher l'information, l'accès à l'information d'autres personnes. Et donc, il y a une valeur dans ce qu'on va dire. Ouais, ça les conforte dans leur idée, quoi. Voilà, on sait aussi que le simple fait alors c'est assez intéressant, si on labellise une information, on dit que c'est une information secrète, elle a tout de suite plus de poids et elle a plus d'influence que la même information non labellisée comme secrète. Et donc, le fait de cacher quelque chose, ça réactive en fait l'envie déjà de savoir ce que c'est. Ça, c'est assez typique et c'est très basique, mais vous avez peut-être dû entendre parler de la réactance psychologique, qui fait que si on nous prive de liberté sur une chose donnée, on va avoir tendance à encore plus désirer cette chose. Donc, la censure, je vois l'idée derrière, mais c'est pas forcément une bonne idée. Alors, le fait de ne pas en parler, de laisser couler, c'est aussi, avec les théories du complot, très difficile, parce que le fait de ne pas en parler, c'est de dire, regardez, ils ignorent ça parce qu'ils veulent pas que les gens aient accès. Donc, il n'y a pas de solution miracle par rapport à que faire face à une information sur les théories du complot. Donc, c'est très si on est dans voilà. Attendez, si on est juste dans l'aspect binaire, censuré ou pas censuré. Après, il y a d'autres possibilités, mais on va y venir, en fait. D'accord, donc dans les éléments dont tu disais que lorsque c'est étiqueté rare, on y croit plus, est-ce que c'est la même raison par laquelle les journalistes marquent exclusif tout en haut à droite ou tout en haut à gauche des images qui tournent parfois? Je suppose, après, ils n'ont pas forcément conscience de ça, mais ça a des effets, quoi. Mais ça peut être totalement inconscient, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que les gens font des choses, ça a un effet, et ils le font de manière inconsciente, mais au final, ce qu'ils font a vraiment un effet sur le public, quoi. Et c'est un peu inquiétant, mais en même temps, c'est logique. Mais du coup, toi, dans ta thèse, que je lis un peu mes notes, tu as étudié l'effet de la rareté, et du coup, la rareté de l'information, c'est un élément qui est important, parce que, comme on disait, l'idée de détenir quelque chose qui est secret, il faut que ce soit rare. Et dans quelle mesure Internet, qui va diffuser à grande échelle les croyances, est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, est-ce que ça ajoute, ou est-ce que ça retranche à cet effet de la rareté? Alors, pour préciser ça, on l'a pas testé dans la thèse. Alors, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai été encadré cette thèse avec Dominique Muller et Cécile Murat, donc mes deux encadrants, à qui je voulais quand même passer le bonjour, messieurs, dames. Donc oui, effectivement, c'est pas un truc que j'ai testé directement dans la thèse, parce qu'il y a une sorte de paradoxe là maintenant, si on réfléchit, c'est que si l'information est très diffusée, elle est plus rare. Voilà. Alors comment ça se fait que les personnes
qui croient aux théories du complot, on considère que c'est des informations rares. T'as vu? Est-ce Donc qu'on ton argument est invalide, donc je te remercie. On va s'arrêter là. Non, mais. Ouais. Non, mais du coup, voilà, j'imagine que c'est des champs disciplinaires où il y a beaucoup de contradictions, parce que c'est très nuancé, Ouais. c'est très complexe. Mais donc, là-dessus, ça m'interpelle. Mais il n'est pas impossible que, a posteriori, ça c'est une de mes hypothèses, les théoriciens du complot, en fait, surestiment la rareté des informations a posteriori, de manière à pouvoir, en fait, sortir de la dissonance cognitive qui naît du constat que les croyances ne sont pas partagées par tout le monde. Ils Parce que si, en fait, rationalisent oui, en se convainquant eux-mêmes que ce que tout le monde sait, en fait, il n'y a que eux qui le savent. oui, Bah, en général, ce qu'on observe aussi, c'est que quand tu as une information qui est très grandement relayée, derrière, ce qu'ils vont te dire, c'est que ah là là, ils se focalisent là-dessus pour justement Ah oui, faire oui. l'impasse Pour faire l'impasse, sur les informations plus importantes qui nous concernent nous. Ouais. D'accord. c'est un détournement, oui, c'est un argument souvent utilisé par les théoriciens du complot. Enfin, le détournement d'attention, en fait, Le leur. de type, oui, là, par exemple, c'était les attentats ou je sais pas, enfin, n'importe quel événement, les élections politiques, ça Mhm. détourne des choses importantes. Alors, les choses importantes, elles changent tout le temps, mais voilà, Ouais, c'est jamais celle dont on parle. Oui, dernièrement, c'était les attentats pour cacher la COP21. J'ai entendu ça. Enfin, pour Ah oui, mais empêcher c'est- la COP21. C'est vrai que la voilà. COP21, c'est un truc dont personne n'a parlé. Donc, Voilà, bien c'est évidemment. secret, c'est secret. Donc les attentats, c'était exactement pour ça que ça servait. Bien évidemment. Tout le monde le sait. Alors, pour revenir sur les questions de comment on fait en sorte d'aider les gens ou comment on réfléchit en amont, alors, il y a, après les événements qu'on a vécu en France, il y a, j'imagine que pour les gens de ton domaine, de cette manière, c'est du pain béni. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes aux premières loges pour voir se développer des théories du complot. Oui. Est-ce qu'on sait comment ça naît? Parce que nous, on est là, on est chez nous, puis d'un seul coup, on va arriver à un article qui recense 2000 tweets complètement absurdes, etc. Mais ça sort d'où? Parce que c'est compliqué d'arriver à la source, dans la mesure où est-ce que sur le net, l'information tourne Voilà. à vive allure, et du coup, trouver le patient zéro, pour ainsi dire, j'utilise ce terme-là, ça va être vachement compliqué. Et juste pour dire, enfin, je pense que c'est un truc que tu connais très bien, mais Gérald Bronner en a parlé il y a quelques temps à Nancy, Ouais. il est venu. Le délai entre l'événement et les premières conspirations, à l'époque de Kennedy, c'était 67 jours. 67 jours avant que arrive sur les médias une théorie alternative et quelque chose qui contredit la thèse, entre guillemets, officielle. À l'heure actuelle, c'est moins d'un jour. C'est quelques heures. Même quelques heures. Et voilà, est-ce qu'on a une idée de la mécanique à l'œuvre? Comment ça marche? Ça passe par quel réseau? Est-ce qu'il y a des déterminants qui nous permettent de dire, voilà, quand ça passe par tel canal, attention. Enfin voilà. Attention aux goraphies, ça peut être mal compris. Oui, Alors, Madame Boutin, attention aux goraphies. Mm. Madame Maréchal Le Pen, attention aux goraphies. J'ai une réponse. Alors, sur l'origine, ça c'est extrêmement complexe parce que je sais pas, enfin méthodologiquement, je sais pas comment faire, enfin comment procéder pour tester en fait, enfin comment ça, enfin qui déclenche, qui donne l'information. Mhm. Par contre, on sait mieux comment ça se passe au niveau de la diffusion et le fait qu'en fait Les que réseaux. l'information, Mm. oui, les réseaux et le fait que l'information, le produit cognitif, comme dirait Gérald Bronner, il soit transposable d'une personne à l'autre, il soit Attractif. attractif, facilement prononçable, enfin le fait qu'on puisse le traiter de manière très facile de manière cognitive, ça facilite la diffusion. Mhm. Et alors surtout, moi je dirais que c'est l'incertitude qu'il y a autour de l'événement, parce qu'au départ quand il y en a un événement, il y a absolument personne très peu de gens sont capables en fait de dire, d'expliquer l'origine de cet événement, et là il y a un peu des spéculations. Et j'ai l'impression que il y a pas mal de spéculations, en fait, c'est comme les rumeurs, en fait, Oui. d'informations qui se diffusent par spéculation, et surtout avec maintenant Twitter, où les gens réagissent en direct. Et on dirait qu'il y a des gens qui prennent ça un peu de manière ludique et comme un jeu de chercher les incohérences, ou genre il n'y a pas de sang, et Bien sûr. regardez dans l'inverse. cet attentat. Ou l'inverse, quelqu'un qui justement va trouver une idée, va avoir une idée passée, qui va se la réapproprier et la rattacher à ses hypothèses de base. Et après, bon, évidemment, il y a tous les réseaux, Lucky a évoqué égalité et réconciliation, ce genre de choses, qui, eux, vont s'emparer, évidemment, dès l'instant qu'il y a une petite polémique, pour en faire un enjeu politique. Ça tu as évoqué qu'il y avait souvent une... Mais ça, j'ai envie de dire, ça, c'est le jeu malsain politique. Mais psychologiquement, C'est le jeu du- comment ça se fait que les gens sortent ces théories? Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui va se dire, paf, je vois une photo de la voiture des attentats de Charlie, ah, c'est pas le même rétroviseur,
un truc absurde parce que c'est juste lié à un reflet, quoi. Ouais. Comment ça fait que les gens ont envie d'aller dire voilà, ça c'est pas vrai, et tu vois, et d'en parler publiquement au risque de passer pour des crétins, parce qu'à un bout d'un moment, si c'est faux, c'est faux. Bah, pas dans leur groupe, hein. Pas dans leur Oui, mais groupe. à un bout d'un moment, Oui. les Alors, gens, ça, c'est par rapport à leur estime d'eux-mêmes, je me fais un avocat du diable. Par rapport à leur estime d'eux-mêmes, on pourrait dire quand même c'est des gens qui n'ont pas intérêt à dire des bêtises, parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre eux. Ils ont plutôt intérêt à essayer d'être dans le vrai. C'est toujours valorisant d'être dans le vrai. Tu vois, donc dans quelle mesure, pourquoi est-ce qu'ils oublient cette prudence-là? Est-ce qu'on a des idées? J'annonce que le mot pensée unique a été lâché sur le chat. J'annonce que le mot pensée unique a été lâché sur le chat. Alerte! Pour répondre à la question, il y a plusieurs choses qui me viennent en même temps. Alors, là encore, c'est attribuer des intentions. Donc, les personnes qui créent ces théories-là, on peut imaginer que il y a une grande variété de scénarios possibles. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont envie de troller, ont envie de provoquer en fait en inventant des trucs, et qui ont une sorte de plaisir à voir que l'information se diffuse alors que c'était n'importe quoi à la base. C'est du troll, quoi, à la base. Ça, c'est une interprétation qui est vraiment sympa pour les théoriciens du complot, parce que ça, enfin non pas sympa, mais qui est comment dire, qui n'a pas besoin de reposer sur beaucoup de postulats. Ouais. Alors moi je pense nécessairement que c'est alors parce que je sais plus quel terme tu as employé en fait pour qu'est-ce qui pousse les personnes. Non, c'est quoi le terme? Je me dis qu'a priori, les gens ont quand même intérêt à ne pas dire des bêtises par rapport à leur estime d'eux-mêmes, par rapport à leur image publique. Les gens, on a tous tendance à vouloir défendre la manière dont on est considéré, et la personne qui va défendre une idée fausse, forcément, c'est pas très valorisant. Voilà, c'est le mot valorisant que j'avais utilisé. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est leur groupe social, parce que en fait, et là, ça fait référence à des recherches qui montrent que de manière générale, les théoriciens du complot, ils sont perçus assez négativement, comme des personnes folles, pas intelligentes, naïves. Par contre, et là c'est assez intéressant, dans le travail de thèse qu'on avait montré, c'est qu'en fait ça dépend de la personne qui juge. Parce que pour les théoriciens du complot, les autres théoriciens du complot, ils sont perçus comme étant des personnes très lucides, très perspicaces sur le monde, comparés aux non-théoriciens du complot. Donc, nous, on est les moutons, et du coup c'est nous qui sommes perçus négativement. D'accord. Donc si on ne prend pas en compte en fait leur propre groupe, on n'a qu'une moitié de l'information, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Donc à mon avis, il y a aussi cette logique des réseaux, et on sait que nécessairement en fait, on fréquente des personnes qui partagent la preuve. Regardez, nous, donc membres de l'Observatoire zététique, la plupart des gens qui regardent les vidéos au Tronchambier, je suppose qu'ils ont un point de vue plutôt sceptique sur les choses. On a un peu de tout, on a des gens qui seraient surpris. Il y a pas mal de zététiciens, il y a Francis aussi. On a par exemple, pour te dire, on a quelqu'un qui a partagé sur la page zététique, je crois, qu'il avait discuté avec un tenant de la théorie de la Terre plate. Donc on n'est pas dans le complot de presse, parce que si la Terre est plate, on nous le cache, donc c'est un complot. Et qui s'est vu répondre par la personne qui était tenante de la théorie de la Terre plate, la vidéo de la Tronchambier qu'on a faite pour lui expliquer que le mec était en grande dissonance cognitive. Donc le mec a vu notre vidéo, il a compris le concept dont on parle, mais il l'a pas appliqué lui-même. Il n'a pas compris que c'était voilà, mais c'est le point aveugle dont on parlait. Mais du coup, on a des gens qui suivent notre émission et qui ne sont pas forcément, ou qui pensent être sceptiques. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les conspirationnistes vont venir nous dire à nous, nous on est les vrais sceptiques, et vous êtes les gens qui croyez les théories officielles, etc. Machin. Et en effet, comme tu dis, il y a en termes de valorisation, c'est l'idée de eux, ils sont vraiment hors du système. C'est eux, ils sont pas, ils sont lucides, ils sont pas crédules, etc. Et donc ils sont dans la pensée hyper critique. Donc évidemment, c'est valorisant. Mais comment ça se fait qu'on a chez les très jeunes, parce que c'est chez les lycéens, quoi. Veut dire quelqu'un qui entre guillemets a accumulé des échecs ou des frustrations, ou qui a été maltraité par la société pour de vrai, et qui vraiment a une revanche à prendre. On peut comprendre cette manière qu'il rejette le modèle dominant, qu'il considère que ceux qui sont dans le système ne sont pas fiables, etc. Mais des lycéens, ou même des collégiens très jeunes qui ont leur avenir devant eux, et dont on peut espérer qu'ils ne sont pas destinés à être dans l'échec, comment ça se fait que eux, ils sont très souvent, et j'ai l'impression que plus souvent, et peut-être que j'ai tort, mais ils ont l'air d'être très souvent dans cette disposition d'esprit de dire je préfère croire que ce qu'on me dit c'est faux,
et je préfère croire à une théorie alternative, voire moi-même challenger la théorie officielle et chercher des failles, comme tu disais, voilà, on est là, c'est ludique, en même temps derrière, il y a quand même une idéologie du refus de la parole publique. Le père, le C'est la frère. pensée unique, comme dirait l'autre sur le. La pensée unique, ouais, c'est ça, mais Vraiment. comment ça se fait que très jeune, des gens rentrent dans ce type de rejet de la pensée unique, entre guillemets? Alors, là, il y a. Bon, c'est malheureux à dire, mais il y a en fait tellement d'explications parallèles que je ne peux pas vraiment donner une cause. Bien sûr. En fait, pour répondre à ta question de manière assez sincère, là, dans les théories, sur les recherches sur les croyances théories du complot, jusqu'à présent, c'est surtout concentré sur les adultes. Donc, je pense que la prochaine étape, c'est se concentrer sur les adolescents. Alors, moi, j'ai une hypothèse un peu naïve. Enfin, quand je dis naïve, c'est une hypothèse qui est influencée par ce sur quoi je travaille, sur le besoin de se sentir unique. On sait que les lycéens et les collégiens, c'est à une période de leur vie dans laquelle, même s'ils sont assez conformistes, ils ont toujours besoin de se démarquer. Donc, je pense que c'est un des moyens pour eux-mêmes de se sentir plus différents des autres. Mais d'un côté, tu vas me dire, oui, mais en fait, les collégiens et lycéens, ils sont à fond là-dessus. Ouais, voilà. Ils le font tous. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment de réponse à donner directement par rapport à ça. Il y a aussi une autre notion qu'il faut prendre en compte. C'est, en fait, souvent dans les théories du complot, la personne qui est, par exemple, je sais pas, si une personne fait un attentat, pour donner un exemple très précis, donc pour les attentats de, je sais pas, Charlie Hebdo, on sait qu'en fait, les personnes qui ont fait l'attentat, elles se revendiquent de l'État islamique ou voilà. Et donc les personnes justement qui sont les musulmans, forcément en fait c'est leur groupe qui est atteint en fait, parce que ça menace en fait leur identité du groupe. Ouais. Et donc les personnes qui font partie de ce groupe ont tout intérêt à Entre guillemets, tout dénoncer intérêt. un complot. En tout intérêt pour Cognitivement. défendre justement l'image. Oui, voilà, collectivement. Je parle bien sûr collectivement. Donc ça, c'est un exemple. C'est un peu un truc facile à dire, mais il y a des recherches justement sur l'identification au groupe qui est présupposé le coupable en fait dans un acte terroriste. Et à ce moment-là, en fait, je pense qu'un moyen de réduire cette tension, c'est de simplement dire que c'est faux et de nier la réalité. D'accord. Et ça, c'est ouais. un scénario possible. Donc, oui, comme hypothèse, on peut considérer que les jeunes vont avoir tendance à s'identifier au groupe auquel appartiennent les terroristes, et parce que eux se sentent, ou parce qu'ils sentent que d'autres vont les associer à eux, à vouloir les déculpabiliser ces gens-là et dire que c'est d'autres qui sont coupables. Oui, d'accord. Donc c'est d'autres qui ont tiré les ficelles et c'est pas. Voilà, c'est plus ça. On revient à ce que tu disais au départ sur le fait que voilà, c'est une pensée de groupe en fait. Oui, on ne peut pas dissocier en fait l'aspect social, la dimension sociale des croyances théories du complot. Et ça, tous les chercheurs sont d'accord, qui bossent là-dessus sont d'accord avec ça en fait. Ce serait très limitant de réduire ça à un trait de personnalité sans prendre en compte la dimension sociale. Donc c'est un peu le message fort. En fait. C'est profondément psychologique et social. Oui, voilà. Et les deux sont intimement liés. Alors comme là, il est 23h et que donc il nous reste à peu près 5 minutes, Oui. j'aimerais quand même... C'est vite. ouais, mais bon, éventuellement, on pourra recommencer, parce que je pense que les gens sont intéressés par ce type de sujet. Ils sont très excités. Ouais, bon, après le chat est excité. Mais du coup, par rapport aux solutions, très concrètement, Oui. donc, par exemple, nous, dans la tranche en biais et dans d'autres types de blogs ou de chaînes, etc., on pratique différents types de communication, on va dire. On a soit des aspects plus pédagogiques où on explique comment fonctionne le cerveau et pourquoi on a tendance à croire des choses. On a à côté plutôt du debunkage, c'est-à-dire le debunking, c'est-à-dire qu'on prend une thèse et puis on la démonte en démontrant pourquoi est-ce qu'elle n'est pas correcte. Et j'imagine qu'il n'y a pas une réponse binaire, comme ça sera aussi un des mots d'ordre, mais qu'est-ce qu'on a qui marche bien dans l'arsenal des réponses, que ce soit à l'école, dans les médias, nous ici dans les médias un peu plus amateurs, un peu plus alternatifs, on va dire. Qu'est-ce qui marche pour apporter aux gens une vision critique de ce qu'eux-mêmes pensent ou sont peut-être amenés à penser bientôt? Comment on fait? Il y a une réponse qui se base sur... alors, je ne sais pas si j'en ai parlé là maintenant, mais en fait, il y a des recherches qui montrent que le fait d'être dans un mode de pensée analytique, comparé à un mode de pensée intuitif, en fait,
justement réduit les croyances aux théories du complot parce que les gens vont traiter l'information de manière profonde en fait et pas superficielle. D'accord. Alors, Donc, ça, juste, c'est basé là, sur- juste pour traduire, Ouais. parce que Ah oui, oui. c'est très clair ce que tu dis, mais bon, j'imagine qu'il y a des gens pour qui il faut quand Oui. même retenir les choses un peu plus explicitement. Il y a deux modes de pensée, en gros, hein, c'est schématiquement. Oui, oui. Un mode intuitif, qui est extrêmement efficace pour tout ce qui est prise de décision rapide. Mhm. Et puis un mode un peu plus réflectif. Il faut lire ce que dit Kahneman sur le sujet. J'ai pas encore lu, mais c'est Ouais. prévu. Voilà, donc il y a deux grands systèmes. Et quand on est sur le mode intuitif, alors ça marche très bien, sauf que dès qu'il y a un problème complexe, on va tellement le simplifier que du coup on risque de passer à côté de toutes les nuances qui apportent des réponses. Et typiquement, ce que tu dis au départ, c'est que la pensée complotiste, elle est typiquement intuitive et simpliste. Enfin, elle simplifie le problème. Et donc après, si on encourage les gens, tu me diras si ce que je dis n'est pas correct, si on encourage les gens à aller plutôt vers le système 2, être plus Oui, réflectif, oui. à prendre plus de distance avec ce qu'il faut et à être plus analytique de ce qu'ils croient, ça peut réduire leur adhésion à des idées simplistes. C'est ça un peu? Alors, si on emploie ces résultats-là, oui, ça devrait avoir un effet. D'accord. Alors, il y a autre chose aussi qui peut, je pense, intéresser pas mal de gens, c'est, en fait, ils ont fait une étude dans laquelle, juste avant de diffuser un film sur les théories du complot, ils ont passé un message, en fait, à des personnes. Donc, soit c'était un message qui insistait sur les critiques vis-à-vis, en fait, du raisonnement vis-à-vis des théories du complot, ou des critiques vis-à-vis des faits qui vont être exposés, en fait, dans le reportage qui suit. Et en fait, ce qu'ils ont montré, donc c'est dans Banas et Miller, c'est en fait une revue de communication. Ils ont un article de journal dans une revue de communication. Ils ont montré qu'en fait, le fait d'exposer, de donner des faits aux personnes qui permettent de les alerter en fait de ce qui va se passer et de pouvoir répondre en fait aux différents arguments, ça réduit les croyances aux théories du complot. Donc l'idée c'est de parler faits en fait. Apparemment, d'après cette recherche-là, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup là-dessus, mais le fait d'exposer des faits, vraiment d'être très factuel en fait, c'est. Donc, par opposition à quoi? Les faits. Alors ici, c'était par opposition à plutôt insister sur le raisonnement en fait. Enfin, la logique qui est biaisée dans la théorie du complot. Ok. Mais ça marche aussi, hein, la logique, mais ça marche D'accord. moins que les faits. Dans D'accord, parce cette que nous, c'est vrai étude. qu'on est plus dans une démarche où Oui. on essaie de critiquer la logique plus que les faits. Et après, Oui, c'est pas ce ça- qui est plus ça efficace. marche. Mince. C'est pas ce qui est le plus efficace, mais ça, voilà. Ça Bon, marche. après c'est une étude et comme d'hab, Oui, il faut voir ce que ça donne sur Voilà. le long terme avec des réplicas. Oui. D'accord. Oui. Et ça, c'est de manière générale, mais au cas par cas, Mhm. les gens qui, dans leur famille ou à la maison, ont un ado ou un adulte ou un chien ou que sais-je, qui file un mauvais coton, qui commence à croire. J'imagine qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont un peu paniqués. Sans parler de Daesh et de radicalisation, sans aller jusque-là, il y a des gens qui vont croire à des choses un peu New Age et compagnie, machin, et ça peut les amener vers des pratiques et des choses. Le pouvoir des cailloux. Voilà, enfin, qui ne sont pas forcément du meilleur goût. Qu'est-ce que, face à face, comment est-ce que les gens peuvent réagir pour essayer de. Est-ce qu'il y a une forme de dialogue dans les familles ou dans les groupes d'amis qui marche? Là, ça va être Ouais. une réponse. Ouais. Ça va être une réponse très personnelle. Parce que Bah, je vas-y. peux- Bah, je peux pas oui, vous c'est expliquer le les but, faits. c'est de voir ce Mais qui. ça serait, je pense, la première idée, c'était déjà de vraiment en discuter et surtout pas éviter le sujet. En fait, c'est en prenant en considération la personne en fait, avec laquelle on va discuter de ces théories-là qu'il y a un échange en fait. Parce que si du moment. Et surtout pas avoir une attitude, bon, ça c'est classique en zététique, mais surtout pas avoir une attitude d'explication du non, tu te trompes. Enfin, plutôt écouter Pas de jugement, dans un ouais. premier temps. Oui, surtout pas de jugement. Et C'est vraiment dur, dans c'est l'échange. très dur. Oui, alors c'est très très dur, surtout sur les théories du complot, mais c'est la pire idée de commencer directement à Ouais. dire t'es fou, t'es con ou Il ou faut, autre. il faut commencer par poser des questions, comme tu disais. Oui, par poser Ouais. des questions exactement. Et après orienter les personnes vers des, je sais pas si ça fonctionne, hein, mais vers des ouvrages qui traitent du sujet, vers des informations en fait qui déconstruisent un peu ces théories-là. Mais surtout est-ce pas- que les gens vont aller vers ces ouvrages-là? On sait bien que les baies de confirmation font que les gens vont d'abord lire des choses qui leur donnent raison. Oui, exactement. Oui. Alors c'est compliqué Alors- de les amener vers ça. Oui, il y a une sorte d'exposition sélective où les personnes vont en priorité vers les informations qui vont conforter leur mode de pensée, ce qui est normal. Donc c'est vrai qu'après, on peut faire aussi soi-même le boulot, mais dans ce cas-là, un des problèmes avec les théories du complot, c'est que il faut être, surtout avec les gens qui ont développé tout un argumentaire à ce sujet, Ah oui. ils vont vous parler de physique,
Enfin, alors, ils sont pas en plus du tout. Enfin, ils sont pas nécessairement calés sur le sujet, mais la personne qui est censée répondre, en fait, est censée tout connaître, pouvoir démonter tous les arguments. Ouais, Parce que il y si en on a peut qui tous- se disent s'y connaître en Physiciens, physique, qui n'y connaissent rien oui. du tout et qui s'empêchent Oui, pas de oui. faire des conférences à ce sujet. Oui, architecte, enfin, et là, dans ce cas-là, c'est très compliqué. Parce Ou qu'il musicologue faut avoir aussi. un argumentaire, c'est un infini, en fait. Donc, il faut être spécialiste en tout pour pouvoir répondre point par point. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, il ne faut pas s'engager dans ce genre de... Je préconise de ne pas s'engager dans ce genre de Et discussion. c'est parce que- c'est ça, en fait, la limite Oui. de parler des faits. C'est qu'à un moment donné, quand on n'est pas expert dans les faits, on ne Ouais. peut pas répondre sur... la personne arrive avec sa panoplie d'arguments qui sortent des vidéos ou des blogs conspi, et c'est très dur de démonter les faits. Ah oui, oui. Alors que c'est plus simple, je pense, de dire à la personne pourquoi est-ce que tu penses que c'est vrai, et de revenir sur la C'est méthode. logique. Mais le pire derrière, Oui. c'est leur démarche en fait. C'est Oui. quand ils vont te balancer des faits et qu'ils vont leur donner, enfin, qu'ils vont les interpréter. les interpréter, contredire les faits tels qu'il faudrait les voir avec l'œil scientifique ou alors simplement, je sais pas, un œil journalistique, peu importe, et qui vont justement les détourner pour apporter une cohérence avec Oui. leur pensée à eux. Mais je pense qu'il ça, faudra- ça c'est ça c'est chiant. Il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur comment est-ce qu'on discute avec un... C'est dangereux parce que Alors, justement ils avec des deviennent crédibles avec ça. Oui, mais ici, ils y croient. Les gens ne croient pas sans raison. C'est important de rappeler. Oui, c'est voilà. oui, Ils oui, sont pas oui. fous, comme on l'a dit. Ils ne sont pas Oui. fous. Anthony l'a bien dit. Ils sont pas fous. Ils ne sont pas plus stupides que les autres. Ils sont peut-être un peu moins instruits, mais c'est statistique. Donc, c'est-à-dire Ouais, qu'on peut avoir une personne très instruite et très conspi. oui, ça, en fait, Voilà. Et donc, c'est... Je veux dire, si la personne commence à t'expliquer son sujet, sa thèse à des personnes qui, de base, sont juste là par curiosité et qui n'ont aucune idée de ce qu'il y a Voilà. autour, effectivement, c'est la première information qu'ils boivent et donc c'est celle qu'ils vont garder Oui. de Ah prime oui, abord. oui, à l'esprit. Et ce sera donc par la suite difficile contrer. à contredire avec Parce que de la vrais faits. première info est celle qui marque le Ouais. plus. Donc, mais du coup, est-ce que quand même, donc, tu as parlé d'ouvrages, est-ce que dans le milieu que, voilà, des gens qui étudient les conspirations, est-ce qu'il y a des ouvrages qu'on peut conseiller aux gens ou des sites? Moi, je pense à Conspiracy Watch. Alors, c'est un nom anglais, mais le site est un français, où les gens peuvent aller éventuellement discuter. Si chez eux, ils ont le problème de quelqu'un qui rentre dans ce mode de pensée et que c'est effrayant, pour avoir des conseils, est-ce que toi, tu peux leur dire voilà, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner, se documenter, trouver des gens ressources. ouais, voilà. Alors, Sauve-nous la vie. Conspiracy Watch, je connais pas bien ce site. Enfin, je sais qu'il diffuse des informations pour lutter contre les théories du complot. Voilà, a priori, Après, je il le est bien. fréquente pas régulièrement, donc, mais oui, je pense qu'il est, c'est un site louable par rapport à ça. Bon, après, c'est un ouvrage que je conseille fortement parce qu'il est extrêmement complet, très théorique, mais très complet. C'est Court traité de complotologie de Pierre André Taguieff, qui est vraiment un gros pavé. Alors, je l'ai pas avec moi là parce que je l'ai à Grenoble. Est-ce Et que c'est tu un pourras- énorme ouvrage c'est en fait, pareil. qui. Tu pourras nous envoyer Pardon la Ah oui, référence, j'envoie la on référence, mettra oui, j'envoie la dans la Dans la description voilà. de la vidéo. Parce qu'on va oublier de le faire. Donc là, je te le dis, ça va te forcer à le faire. Donc, petit traité de complotisme. Court traité de complotologie. Complotologie. C'est pas mal. Alors le mot court, il faut se méfier parce qu'en fait, c'est un très long. Alors, et c'est pas seulement psycho, mais c'est historique, sociologique, politique, donc c'est assez complet. Et... Alors bien sûr, c'est un niveau. Si vous sortez un pavé comme ça de personne, je sais pas si ça a bien marché, mais en tout cas en termes de référence. c'est Au pas moins mal. pour ceux qui s'intéressent à la question, Oui, pour quelqu'un ceux qui de s'intéressent leur à la entourage question. qui est là-dedans, s'ils veulent se documenter, c'est une Ouais. bonne source, d'accord. Bien sûr, bon, on en a déjà discuté, mais Gérald Bronner avec ses derniers bouquins sur La pensée la démocratie extrême, des que j'ai crédules. pas lu. Croyance extrême, démocratie Ouais. des crédules. Voilà. Et sinon, en français, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses là-dessus. Alors, je mettrai à disposition quand elle sera publiée en ligne ma thèse. En fait, D'accord. alors, par contre, là aussi, c'est sur les théories du complot, mais il y a tout ce que j'ai cité aujourd'hui, en fait, se trouve en fait dans la thèse. Donc, Oui. les personnes qui veulent se renseigner et avoir les références exactes, tout est dispo là-dedans. Elle sera disponible dans quelques mois. Bah, c'est pareil, Enfin, donc le temps on mettra à jour la description Oui, voilà. le temps venu. Voilà, je me tourne vers Vlad pour voir s'il y a des réactions par rapport à cette dernière partie et on va devoir se quitter parce qu'il va être l'heure. Non, le chat est, j'en ai bien peur, parti complètement en live sur des questions qui n'ont plus rien à voir avec Alors, le complotisme. de quoi ça parle? Alors, par curiosité, oui, ça parle. Je pense que ça va être très très décevant. Allez, Oh là, méthode, Pentacle méthode scientifique, finalisme.
et autres la révélation des pyramides. et autres cogito ergo sum. Alors, Il y a juste plein de pour- sujets. oui. Oui. Non, mais vas-y. Il y avait plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais enfin, c'est un sujet très vaste, on pourrait parler pendant des heures. Et surtout un sujet qui apparemment, toi, te botte pas mal, c'est sur le lien entre théorie du complot et créationnisme. Je sais que Oui. c'est un sujet qui tient à cœur. J'ai produit une petite conférence à moi Oui. de ma haute autorité à moi toute seule, donc peut-être que ce que je dis est stupide, mais j'ai vu moi des passerelles entre la pensée créationniste et la pensée conspi dans les moteurs psychologiques. Mais bon, voilà, j'ai vu ça nulle part, j'ai pondu ça de mon côté. Ça m'a l'air solide, mais Ouais, c'est- peut-être que c'est complètement absurde. Hein. Ça demande expertise. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est des choses dont on pourrait parler. J'ai très envie qu'on se donne rendez-vous pour en reparler dans 3-4 mois, éventuellement avec toi si tu veux bien. Et parce que j'aimerais vraiment qu'on explore le dialogue qu'on peut instaurer. Voilà. On a un sceptique, on a quelqu'un qui se croit sceptique et qui est conspirationniste. La nuance, elle n'est pas toujours facile à faire. Et comment on discute voilà, pour amener la personne à se poser vraiment des questions. Sans la juger et sans la prendre pour une idiote. Et ça, c'est compliqué. Et j'aimerais bien éventuellement que tu reviennes pour qu'on parle de ça. Juste préciser, par contre, je ne suis pas nécessairement le plus à même à répondre à cette question qui est d'ordre pratique. Et alors peut-être qu'il y a des personnes plus Eh expérimentées ben, que moi. écoute, il y a Je- peut-être. Voilà, enfin, je peut-être qu'à suis ce moment-là, spécialisé sur les on aura un grand complot. studio et puis on pourra faire venir plein de monde et on, Ouais. on vous paiera Ah ouais, le jet privé pour venir nous voir. Bien entendu. Hein, Sidney, tu payes ça? Bien entendu, le jet privé Radio Campus Lorraine. Ah bah, s'il y a Voilà. le jet, je- Bon, bah, vol 714 pour Sydney. Merci pour cette blague, Je m'auto-applaudis. elle était très facile. Mais je crois qu'on arrive sur la fin Oui, on a fini. de cette tronche en live sur Radio Campus Lorraine, Tout à n'est-il fait. pas? Tout à fait. Donc il y a beaucoup de choses dont on n'a pas pu parler. On essaiera de reprendre le sujet. Je te remercie. Donc Merci beaucoup, Anthony Lantian, docteur en psychologie sociale. Je vous invite à revenir nous voir dans 15 jours puisque nous aurons comme invité Sophie Robert, qui est la réalisatrice du documentaire Le Mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, et qui revient après des différents procès par les psychanalystes, enfin par des psychanalystes, et qui revient pour parler donc de la psychanalyse sous différents angles. Donc allez On peut voir son... spoiler en disant qu'elle les a gagnés. Oui, Cool. elle a gagné son procès. Allez voir son site, j'ai oublié le nom, enfin tapez son nom pour voir un Dragon peu Bleu, je crois. Dragon Bleu TV pour voir un peu ses derniers films. Et donc elle sera là dans 15 jours. Si vous avez des questions pour elle à ce moment-là, n'hésitez pas. Pour info, en termes de pensée conspi, on a la révélation des pyramides avec Jacques Grimaud et Patrice Pouillard qui ont fait ce film, avec lesquels on est en train de discuter. Normalement, Jacques Grimaud a accepté sans problème le débat. Il réclame un débat depuis longtemps, donc on l'a proposé. Donc a priori, ça devrait se faire. Donc en direct au mois de janvier, si tout va bien, avec ou sans invité, on verra comment faire. Le but étant de discuter avec eux pour voir est-ce qu'il y a une différence entre eux et des charlatans. J'espère que oui. Je pense qu'eux en sont convaincus et qu'ils pensent ne pas être conspirationnistes. J'aimerais qu'ils nous en convainquent, parce qu'on n'a pas envie de les accuser à tort. On aimerait bien être d'accord avec ça. Voilà, donc et puis après on sera en vacances, etc. Donc on vous reverra bientôt. Merci bien. Restez sceptiques. Un dernier mot, Anthony? Je vous remercie de cette invitation. C'était un plaisir de discuter de théorie du complot, des principes de théorie du complot. Bon, il y a encore plein de choses à dire, donc on a vraiment effleuré le sujet, Ouais. mais voilà, moi je suis toujours prêt à en reparler et de débattre avec d'autres personnes. Donc encore merci. C'était fort intéressant. Vled, un mot de la fin. Je prends le monde à témoin pour affirmer que tu prendras le chat des fois, pour que je puisse me reposer et parler avec les intervenants. Pardon, Non, c'est là épuisant. Au lieu de laisser comme ça la place de Vled, Le chat, Tu iras dans l'arène de temps en temps, toi Le chat aussi. me fait peur. Et je m'en contrefloue complètement. Toi, tu as Il faut affronter ses peurs. Absolument. Vled, tu as des poils, tu peux résister au chat, c'est pas le cas de tout le monde. Ça suffit. Bref, Oh. Oui, je toi, tu as un souhaite- grand nez, tu peux te défendre Bon, allez. contre eux. Lucky, Oui. un mot de la fin. Pentacle. Pentacle, ce Excellent, sera le mot de la Pentacle. fin. Merci bien. À bientôt, bonne nuit. Bonne nuit. La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax.